excellent après-midi. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Cine Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cineparis.com. Christophe sur France Maghreb 2. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 pour cette nouvelle semaine, première semaine des vacances de la Toussaint. Et oui, il y en a qui sont en vacances, hein, les amis écoliers bien sûr. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Avec aujourd'hui en plateau, c'est assez rare, c'est peut-être un parfum de vacances, Audrey Pronesti le lundi. Bonjour Audrey. Oui, bonjour Christophe et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui. Voilà. Journaliste, notre ami Audrey. Ali, notre directeur commercial, il va bien notre Ali? Très très bien. Ouais. Bonjour à tous les auditrices et auditeurs, en espérant que tout le monde a passé un excellent week-end. Oh oui, oh oui. Et puis monsieur Sofiane Garbaoui qui est en retard. Bonjour Sofiane. Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Ah ouais. Bonjour Audrey, bonjour Sofiane. bonjour Chris, bonjour tout le monde. Oui, désolé encore, j'ai des obligations qui font que les horaires me sont des fois imposés. Et aujourd'hui, j'étais en réunion toute la journée. Donc C'est dur, hein, c'est dur ta vie. Hein. Non, mais c'est ça d'être sérieux. Il y a des gens qui travaillent, des gens qui travaillent Oui, et qui c'est vrai font des que infos, t'as raison. on puisse avoir des radios libres. Ouais. Mais non, mais il est sérieux. Nous, t'as raison, on faut rien, c'est vrai, t'as raison. On arrive, on a les mains dans les poches, on n'a rien foutu. Non, moi je Hein. tire un coup de chapeau à Sofiane parce qu'il est très consciencieux, il l'appelle. Exactement. Ce qui est plutôt très Bon, très alors bon t'es choix. où là? Non, Faut le souligner. les Français veulent savoir, t'es où? Je suis avec un VTC, donc monsieur... Votre prénom? Avec monsieur Bachir. Bachir. Alors, Et Bachir, voilà, attends, je vais mettre le haut-parleur. Attends, on va saluer notre ami Bachir parce que franchement j'ai une grande pensée pour les taxis. Un VTC, c'est ça? Ouais, c'est un VTC très sympathique d'ailleurs qui m'a attendu, parce que même lui il m'a attendu le pauvre. C'est pour te dire que quand je vous dis que je suis vraiment des freins il est insuffisant, c'est qu'il m'a attendu quand même 4 ou 5 minutes je crois avant que je puisse... Il est gentil, moi Merci. je me serais barré hein, personnellement, hein, mais bon. Mais non. En tout cas... mais lui il est sympathique. c'est ça. Voilà, donc c'est la différence. C'est ça. Non, Bon, mais c'est très bien. Bachir, à quelle heure vous allez nous le livrer le Garbaoui là? Dans 37 minutes à peu près. Ah quand même. Ah ouais, t'es quand même bien en retard hein. Mais c'est pas de sa faute. pas de sa faute, Tu t'en mais prends à lui, le pauvre. Alors, C'est les aléas du direct. le cachet va en prendre un coup, moi je te le dis hein. Bon. Ouais. Alors, on y C'est va. les aléas du direct, non mais pour que les gens sachent que cette émission elle est vraiment faite en direct. Ah bah oui, non, mais ça, Ah bah ça. ici c'est pas le genre de la maison de mentir. Ah Bon bah allez, on peut on y pas va mettre du duo. avec le programme pour aujourd'hui, hein, parce que bon, c'est pas tout, mais on a quand même une émission à faire tourner, hein, et on peut pas se permettre d'arriver en retard, nous. On y va, on est là, quoi. Allez, c'est parti, on y va. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. En fin d'émission, le zapping sur France Maghreb 2, le quiz bien sûr, la belle histoire des génériques aujourd'hui. On va parler de Sacrée Soirée de Jean-Pierre Foucault. Vous vous souvenez l'émission Sacrée Soirée, pas Foirée, Comment sur oublier TF1. Comment oublier Mam nous racontera l'histoire de cette émission et surtout de son générique avec le saxophone. Ah ouais, non mais inoubliable quoi. Absolument. La battle, les OQTF. Alors le gouvernement prend l'engagement de faire respecter ou appliquer 100% des OQTF désormais à la suite de différentes affaires. Pas plus tard que cette nuit d'ailleurs, encore un sans-papier qui a été arrêté et après avoir violé une femme en pleine rue cette nuit. Le gouvernement prévoit donc de faire appliquer 100% des OQTF. Est-ce que c'est possible selon vous, pour vous? 22% disent oui seulement, hein, 22% vous répondez à cette question. Ils ont raison, c'est de la connerie. Oui, on verra tout à l'heure, Sofiane, réserve-toi dans cette battle tout à l'heure. Ouais, On va parler un peu de...
Comment ça, il a raison? Bah, il a raison, c'est n'importe quoi. Oui, Ali, tu vas me mettre un peu de maîtrise dans tout ça, de nuance, s'il te plaît, parce que les deux là, j'en peux plus. Alors, musique, on va parler à l'occasion du retour du spectacle au Cabaret Sauvage du 28 octobre au 13 novembre. Ne me libérez pas, je m'en charge. On va parler évidemment de la femme et deux éminents artistes qui seront avec nous aujourd'hui. Samia Diar et Nassardine Dalil, qui est un véritable chef d'orchestre que j'aime beaucoup. Un grand monsieur Nassardine Dalil qui sera avec nous sur France Maghreb 2 tout à l'heure à 17h. Emmanuel Macron est en italiano chez toi. Il a rencontré Giorgia Meloni. D'ailleurs, la gauche n'est pas contente du tout. Hein. Il a rencontré aussi le pape François ce matin. Et il a prononcé une petite phrase qui nous intéresse aujourd'hui. La paix est possible en Ukraine si les Ukrainiens le souhaitent. Alors on va tenter de la décortiquer, cette petite phrase, tout à l'heure, bien sûr. Dans le fait du jour, c'est l'Angleterre qui se dote d'un Premier ministre, un nouveau Premier ministre. Je crois que c'est le plus jeune d'ailleurs de toute l'histoire de l'Angleterre. Et il est d'origine indienne. C'est l'ancien ministre de la Défense qui a été nommé donc en remplacement de Liz Truss. Et puis bien sûr nous parlerons aussi des funérailles, donc des obsèques qui ont eu lieu cet après-midi de la petite Lola qui s'en est allée et à qui on souhaite un repos éternel, paix à son âme, la rahma. À la petite Lola, bien sûr. On va commencer tout de suite avec les clins d'œil. Bienvenue dans le Grand Forum présenté par Christophe Fro. Le Grand Forum. Les clins d'œil pour commencer cette émission. Clin d'œil à ce qui s'est passé évidemment un 24 octobre. En 2005, tout d'abord, mon cher Ali, ma chère Audrey, mon cher Sofiane, c'est le décès d'une grande dame, Rosa Parks. La pionnière de la lutte pour les droits des Noirs américains. On se souvient évidemment de ce geste de Rosa Parks qui refuse de donner sa place dans le bus. Ali, ça rappelle des souvenirs. Hein. Ah oui, tout à fait. Ouais. Effectivement, une grande dame, qui a beaucoup de courage. Alors c'est vrai qu'en plus c'était l'une des premières femmes, hein, puisqu'en général le combat, la lutte a toujours été menée par des hommes, hein, pas la peine de toutes les citer, hein, Martin Luther King et tous ces gens-là. Et c'est vrai qu'elle était, au-delà de son courage, c'est sa détermination à se battre contre l'injustice aux États-Unis qui, malgré tout, continue. Absolument, l'injustice continue, ma chère Audrey, aux États-Unis. Oui, bien sûr, c'est une femme, c'est une icône. Je veux dire, on l'oubliera jamais, et c'est symbolique en fait ce geste. Donc oui, bien sûr, c'est une grande perte. C'est une grande perte. Sofiane, Rosa Parks. Oui, Rosa Parks, c'est un symbole, mais tu sais pourquoi elle s'est assise? Parce qu'elle est devenue un symbole. À la base, son geste n'était pas du tout un geste de rébellion, c'est qu'elle était vraiment fatiguée. Voilà, et elle comprenait pas, et c'est ce qu'elle dit, hein, elle comprenait pas pourquoi on lui interdit de s'asseoir alors que la place était libre. Et qu'il y avait surtout des places libres. Parce que la ségrégation voulait que les gens se mélangent pas. Exact. Donc elle a décidé de rester assise. Et de là est parti ce symbole. Et de là est parti le symbole des luttes, quelles qu'elles soient, pas que les luttes des Noirs, toutes les ségrégations, quelles qu'elles soient à travers le monde, c'est devenu l'un des symboles les plus forts, et surtout, le symbole des personnes simples. C'est-à-dire que c'est pas une intellectuelle, Rosa Parks, hein, c'était une femme de ménage, c'est pas une intellectuelle, c'est quelqu'un qui était dans l'établissement, etc. Donc, et ce qu'elle démontre par son acte, c'est que les révolutions sont souvent portées par des petites flammes qui deviennent après des incendies. Absolument. C'est pour ça que on tenait quand même à lui rendre un clin d'œil, évidemment. Elle le mérite. Elle le mérite. Elle est décédée donc en 2005, le 24 octobre 2005. Autre disparition, beaucoup plus tôt cette fois-ci, en 1957, celle de Christian Dior. En Italie d'ailleurs, il est mort, le grand couturier Christian Dior. Ma chère Audrey. Chez toi là-bas. Bah, c'est normal. Hein, Pourquoi c'est normal? Parce qu'on va toujours dans les beaux endroits. Donc oui. Voilà, bon, je sais, je suis pas objective, mais. Bon, voilà. Très bien, merci beaucoup. Et puis en 2004, pour la petite anecdote, c'est la réélection pour un 3e mandat d'un président du Maghreb. Lequel? En 2004. Troisième mandat? Ouais, troisième. Non, pas Boutef. Ben Ali, bonne réponse, ma chère Audrey. Merci. Zine Abdine Ben Ali. 2004. Bah oui. Oui, absolument. Donc, quand même. Voilà. Bon, après, on sait ce qu'il est devenu. Ouais, ça c'est mal fini pour lui. C'est un peu mal fini pour lui, effectivement. Oh, je vais pas le pleurer quand même. Il a terminé je le pleure pas. Bouffer son argent quand même. Hein.
Lui et sa famille, ils sont partis. Voilà. Après il a fui la Tunisie, mais que ça ait mal fini pour lui, c'est pas le cas. Alors, ma chère Audrey, Oui. je tenais à ce qu'on adresse un clin d'œil musical puisque ce week-end on a perdu un artiste Oui. dans le rap essonien. Ouais. C'était d'ailleurs un rappeur en pleine expansion. On peut dire que c'était l'étoile montante. Hein, L'étoile du rap. montante du rap. Ouais. À ouais. seulement 24 ans, il est mort ce week-end. Ouais. Alors c'est assez rare, mais d'une forte crise d'asthme. Exactement. Donc, comme il était de l'Essonne, donc son prénom c'est Louv Resval. Donc, je pense que ceux qui sont un peu plus jeunes doivent le connaître. Et donc, il nous a quittés. Il avait 24 ans. Alors, il est né en Guinée. Donc, ça c'est pour le petit clin d'œil. Hein, voilà, il est parti. Il a mené donc sa vie en Essonne. Il s'est fait connaître en 2017 avec sa mixtape Young Life et puis en 2021 Tout s'en va avec 3 millions de vues et c'est le son qu'on va un petit peu écouter là pour que on se rappelle de lui, si tu l'as sous la main en tout cas. Oui, je l'ai, mais il veut pas Il veut pas partir. Non, comme quoi il s'est éteint vraiment. Non, mais bon, on l'oubliera pas parce que de toute façon les artistes on les oublie jamais, ils laissent des traces. Oui, 24 ans, c'est ça qui est triste, quoi. Il ignorait sa maladie, malheureusement, je suppose. Non, vraiment, il avait cette maladie depuis qu'il était tout jeune. Bon, bah là, malheureusement. Il devait avoir des fumigènes ou des choses comme ça, parce que une crise d'asthme ne se déclenche pas comme ça, ou alors le stress de monter sur une scène. Alors, j'ai pas plus de détails sur les circonstances, en tout cas sur le moment où ça s'est passé. Je sais par contre que c'est vraiment d'une crise d'asthme, une grave crise d'asthme, et il souffrait de ça depuis son enfance. Donc il était traité. Hein. De toute façon, il y a différents degrés, hein, mais en tout cas, je suis persuadée que tous les jeunes qui écoutent du rap le savent, hein, forcément, il y a 24 ans, donc et puis bon, 3 millions de vues, il était connu, quoi. Donc c'est dommage qu'on n'ait pas accès à son dernier son, parce que moi personnellement je l'ai écouté tout à l'heure, il est pas mal, franchement il est pas mal. D'ailleurs, c'est le cas de le dire, malheureusement c'est un mauvais jeu de mots, Tout s'en va. Ah oui. Le titre, Tout s'en va. Tout s'en va. Donc, et il s'en est allé apparemment. Peut-être qu'on l'aura plus tard. Plus tard, ouais, j'espère. En tout cas, parce que là, effectivement, il ne veut pas marcher. Il veut pas marcher. Bon, peut-être qu'on l'aura un peu plus tard, parce que franchement, ça vaut le coup. Il est vraiment bon, le morceau. Ouais, en tout cas, voilà, on peut peut-être rappeler comment il s'appelle, comme ça les gens peuvent aller l'écouter. Louv Resval. Voilà. Louv Resval. N'hésitez pas à aller les repérer. Je pense que tout le monde a dû en Ouais, je pense que tous les jeunes, sur les réseaux. Sur les réseaux, il a dû avoir des hommages. Il est parti jeudi, entre la nuit de jeudi à vendredi. Donc c'était il y a quelques jours déjà. Exactement. Bon, et bien en tout cas, clin d'œil apporté dans un instant, le fait du jour, ou plutôt les faits du jour, avec la nomination d'un nouveau Premier ministre en Angleterre. Je crois d'ailleurs que la dernière fois que l'on parlait de l'histoire de Sofiane Garbaoui était déjà là, décidément. Donc c'est l'ancien ministre de la Défense, un très jeune. Finances. Et des finances, oui, c'est ça. J'ai dit quoi, de la défense? Non, c'est les finances. Exact. C'est les finances. Merci beaucoup, Sofiane. Je t'en prie. Et oui, j'espère bien. Et puis évidemment, d'origine indienne. D'ailleurs, c'est une première aussi en Angleterre. Le nouveau Premier ministre conservateur, voilà. On en reparle dans un instant. Et puis évidemment, les obsèques de la petite Lola, qu'elle repose en paix. On avait annoncé que le Premier ministre serait nommé au bout d'une semaine, la dernière fois. Oui, c'est vrai. Je pensais que ça serait plus lent, moi, mais c'était très rapide. Non, il ne peut pas, parce que la livre, elle est malmenée. L'état du pays est quand même sous perfusion. Et le nombre de grèves, ce que les gens ne savent pas, c'est que les grèves en Angleterre sont quand même beaucoup plus dures qu'en France. Et aujourd'hui, l'Angleterre est devenue le pays européen où il y a le plus de grèves. Ah oui.
D'accord. Ah oui, Bon. il nous dépasse quand même. Allez, dans un instant, on en parle avec vous sur France Maghreb 2 avant que nous parlions et nous finions en Italie, à Rome, où Emmanuel Macron s'y trouve depuis hier. Il a créé, à chaque fois qu'il se déplace, il crée une polémique. Il a rencontré Giorgia Meloni et ça a créé la panique, enfin la polémique, pardon, à gauche, notamment Sandrine Rousseau qui a tapé sur le président en disant que c'était scandaleux qu'un président français puisse parler à une dirigeante d'extrême droite. A tout de suite, restez avec nous. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. Le Grand Forum. Le LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Audrey Pronesti, journaliste. Ah, tu le dis bien là, ça y est. T'as- D'origine italienne, le pays de l'élégance, de la mode. On Voilà, mange bien. de la classe, Faut comme préciser tout ça, comme de Christophe, non l'intelligence. Allez, continue, Le- c'est bien, moi ça me va très très bien. Hein, là, Non franchement, mais l'élégance c'est sûr. La nourriture, bah écoute, y a rien à dire. Hein, y a rien- les- bah, ils mangent c'est- les pâtes, ce n'est plus hein. approuvé, On nous l'a sommes approuvé. d'accord. Après, par contre, ils ont pas forcément, ils ont pas fait un bon choix politique. Hein. Ouais, c'est clair. Ah, là, par contre, là, je dois Bon choix admettre, politique. là, je dois admettre que Ouais. je me. Qu'est-ce je qu'il y a, me Sofiane? cache. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un bon choix politique? Est-ce qu'il y a un bon choix politique? Je sais pas. Non, mais en tout cas, convictions, celui par qui a été fait en Italie, il- Après, c'est la première fois qu'ils choisissent une femme, ils ont pas choisi la meilleure. Hein. là, C'est clair. Effectivement, ils n'ont pas choisi la meilleure. Bon, en tout cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, l'Angleterre. L'Angleterre a un nouveau Premier ministre. Alors, comment s'appelle-t-il? Alors attends, non, je cherche. Vas-y, allez, comment s'appelle-t-il? Mais je l'avais tout à l'heure, attends. Sofiane? Alors, comment il s'appelle? Son prénom ou son nom? Son nom, les deux, monsieur. Les deux. Attends, Voilà, mais vous je êtes l'avais des tout à losers. l'heure. Je l'avais tout à l'heure. Alors, Ouais. je la laisse ou... Non, bah je cherche, mais. Bon, en tout cas, c'est le nouveau de temps que vous trouviez, hein, le nom et le C'est prénom. Rishi Sunak. Merci, Voilà. Rishi Sunak. Je l'avais tout à l'heure. D'origine Merci. indienne, c'est le plus jeune, paraît-il, Premier ministre de l'histoire de l'Angleterre. Et il est conservateur et il va succéder donc à Liz Truss qui a démissionné il y a quelques jours. Ça a été très rapide. C'est l'ancien ministre des Finances. Oui. Pour le coup, ça peut servir en ce moment les finances en Angleterre. Bah, vu Ah, qu'on- disons qu'il n'a pas la même vision vrai, ça s'appelle financière Ali. que... Ça sert partout, pouvait avoir tout le Liz, temps. hein. Ouais, Ali, ça sert les finances, non? Bah oui, sur le contexte actuel, comme disait Sofiane en préambule, effectivement, vu la situation économique qui est inédite pour l'Angleterre, hein, c'est la première fois Oui. qu'on assiste à cette situation-là. Alors première fois, et surtout, je pense qu'elle n'était pas prévisible, elle n'a pas été prévue hein, par Boris Johnson, puisqu'on sortait à peine du Covid, hein, donc on pensait tous qu'on allait repartir vers une forme de croissance, hein, rattraper un peu les 2 ans perdus du Covid. Et en fait, on se rend compte que les 2 ans du Covid, c'est rien à côté de ce que subit l'Angleterre en si peu de temps. Et effectivement, il y avait plus urgence et les marchés financiers étaient un peu en état d'alerte, avec effectivement la livre sterling qui n'arrête pas d'être dévaluée, des problèmes énergétiques comme on l'a dit, et surtout un phénomène tout à fait nouveau en Angleterre. Ce qu'a dit Sofiane en préambule aussi, c'est la notion de grève, parce qu'en Angleterre, effectivement, ce phénomène de grève est beaucoup moins répandu. Exactement, c'est que, pas, voilà, c'est pas culturel. En Hein. Angleterre, parler de grève, c'est relativement Ça rare. vient de Thatcher. Oui, tout à fait. Ah oui, à l'époque de Margaret Thatcher, la fameuse dame de fer. Donc heureusement qu'il arrive. Après, préciser ses origines, oui, c'est important pour nous, comme ça, en termes de clin d'œil. Mais en Angleterre... Ouais, ça ne veut rien dire en Angleterre. tout à Ouais, fait ça veut rien normal, dire du tout. On voilà, tout à avait fait eu normal. le maire de Londres qui était. Exactement, voilà, chez eux, c'est tout... L'establishment, non, Voilà, eux. donc, faut pas non plus croire que c'est quelqu'un qui est issu des quartiers populaires. Hein. Exactement. Oui, non, mais c'est clair, C'est voilà. les conservateurs, Faut pas donc se à la mentir. limite, voilà, il n'a d'Indien, entre guillemets, que son nom. Mais oui, Et parce encore, que en fait, les c'est Anglais clair, sont absolument pas sur la même le même registre que les Français. Donc effectivement, t'as totalement raison de le rappeler, Sofiane, et toi aussi, Ali. C'est que en fait, bah voilà, il y a rien d'exceptionnel et que c'est surtout voir le parcours de la personne et le milieu social. Voilà, on va pas se mentir. C'est de l'établishment. Exactement. Voilà, donc c'est la reproduction des élites anglaises entre elles. Voilà, alors ça c'est pour le première info, le fait du jour, donc en Angleterre. Et la deuxième info, c'est aujourd'hui effectivement qu'a été enterrée la petite Lola, des obsèques qui ont eu lieu dans le Pas-de-Calais, dont est originaire la maman. La petite Lola, on a tout dit, on a beaucoup trop dit peut-être, même d'ailleurs, sur cette affaire. Elle s'en est allée rejoindre le Tout-Puissant pour les croyants.
Et on peut lui reposer un repos éternel, mon cher Ali. Bah oui, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir vraiment une pensée pour les parents, parce que ça doit être un événement vraiment très 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 douloureux. Bon, je crois qu'il l'enterre et l'inhumé dans la ville originaire de ses parents, là, dans le nord, c'est ça? Dans le Pas-de-Calais. Pas-de-Calais, pardon, donc une vraie mobilisation. Et comme partout, il faut laisser, aujourd'hui, un moment de paix des parents et de dignité. Et qu'elle puisse effectivement partir tranquillement et sereinement. Et voilà, il n'y a plus rien d'autre à dire. Et d'éviter toute récupération qui me semble plus que douteuse. Ouais, alors c'est vrai qu'on a beaucoup trop dit, je disais, Sofiane, sur la petite Lola. Le monde politique aurait fait... j'ai bien aimé, d'ailleurs, je passe un grand bonjour à Kauter Ben Mohamed qui nous écoute peut-être du côté de Marseille, puisque dans les grandes gueules, dont elle est chroniqueuse, et également dans le LGF d'ailleurs, elle a mis tout le monde d'accord en disant maintenant, je pense qu'il est temps que tout le monde se la ferme. Qu'on arrête et qu'on respecte en fait la famille, les amis, les proches de la petite Lola. Et elle a invité tout le monde à se la fermer, et elle a dit que le temps des débats viendrait. Mais c'est ça, pas le moment, quoi. Il y a un temps pour tout, faut arrêter, mais bien sûr, elle a totalement raison. Sofiane. On va débattre de quoi? De la folie des gens, on va débattre... Oui, mais ça, c'est quand même un problème sociétal. Qu'au-delà de ça, il faut respecter d'abord la demande des parents. Oui. Les parents qui ont demandé qu'il n'y ait pas de... Voilà, que les choses... ça dégénère, tout simplement. Que les gens ne parlent pas en leur nom. C'est vrai, c'est vrai. Ils les laissent à leur deuil, à leur souffrance. Et nous, tout ce qu'on a à dire aujourd'hui, c'est... Nous partageons ce deuil, nous partageons cette souffrance en tant qu'être humain, en tant que Français, et en tant que parents. Donc, comme je dis toujours, les gens disent oui, mais il n'y a pas de oui, mais aujourd'hui, c'est le temps du deuil. Je pense aussi, c'est peut-être lié aussi à notre période, malheureusement, nous sommes dans des périodes des fameuses chaînes d'infos. Oui. Ces chaînes d'infos, elles ont besoin d'alimenter en permanence, parce qu'il faut quand même occuper l'espace de 6h à minuit. C'est ça. Donc c'est vrai que qu'est-ce qu'ils vont mettre un peu, c'est bête à dire, mais voilà, c'est sûr et certain que aujourd'hui la problématique du pouvoir d'achat semble pour les chaînes d'infos peut-être être moins importante. On a vu l'épisode de l'Ukraine, on a eu un peu la pénurie d'essence. Donc c'est vraiment problématique, c'est vraiment cette notion d'instantanéité. Et sincèrement, au bout d'un moment, c'est vrai que c'est épuisant, de parler toute la journée d'un même sujet comme ça. Dans le jargon de ces chaînes-là, où les journalistiques, ils appellent ça le biscuit. Ah, le biscuit. Voilà. Moi, je préfère le biscuit, vrai. Hein. Mais on est bien d'accord, mais c'est pour dire que c'est pour se mettre quelque chose sous la dent, en fait. Et, je sais pas, moi je te pose une question, Dre, t'imagines, des fois tu vois des chaînes d'infos, elles commencent à 7h, 8h du matin. Ouais. Ils disent, on va parler de Lola. Ouais. Ce drame. Ils arrivent jusqu'à midi. Mais oui, parce qu'en fait, ils en parlent de différents angles. Il y a différents intervenants. Et puis après, pour peu qu'il y ait quelques événements qui aient changé, eh bien évidemment, on va en refaire tout un truc. Mais ça, c'est entre guillemets un métier. C'est très ironique ce que je dis. Sacré métier. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on ramène des gens qui donnent leur opinion. Ouais. Des chaînes d'information. Ouais. Or, une chaîne d'information n'est pas censée donner une opinion, elle est censée donner de l'information. Donc, traiter l'information et donner les clés de lecture aux gens de telle manière qu'ils puissent, eux, se faire une opinion. Or, aujourd'hui, on leur donne une opinion à consommer. C'est complètement différent. Et la dangerosité pour la démocratie, elle est là. Que ça soit un drame, que tout le monde en parle et tout, oui, parce que ça nous touche à chacun. Qu'on soit parent ou pas, d'ailleurs, ça nous touche. Mais là où ça devient dangereux, c'est quand on veut ériger la voie, l'opinion publique en tribunal. Vous savez, Hobbes, il a fait un traité sur la morale et la justice. Et la justice n'est pas morale. La justice, elle répond à des règles. Oui. Et ces règles, elles sont acceptées par tout le monde. Et c'est ça qui fait la civilisation, c'est ça qui fait la démocratie. Si on s'affranchit de ces règles-là, et ben là, on part vers le fascisme, vers le nazisme et puis pour revenir sur ce que tu disais sur Hobbes, moi il y a quelque chose aussi qui m'interpelle. Je pose la question à Audrey. Ouais. C'est on nous parle toute la journée de cet événement tragique et après on dit
est-ce que les gens ont peur? Mais on est en train de créer le marketing de la peur et de la crainte. Mais bien sûr, toute d'ailleurs. la journée, tu dis aux gens, ouais, j'écoutais le ministre, les gens disent, ah non, les gens ils ont peur de sortir, les gens ils ont peur de faire un jogging, les gens ils ont peur de sortir. C'est vrai que si toute la journée, je vais te donner deux exemples. Ouais, moi je vais t'en donner un troisième exemple. Alors tu déjà, regardais Hanouna, oui. l'émission Passe à Baba avec Darmanin, tu regardais le début de l'émission, t'avais l'impression que la France était en guerre civile. Ah ouais, je vous le dis. Oh, non, mais bon, ça, c'est encore autre chose, c'est la façon dont on amène les choses. Mmh. Bref, bon, de toute façon, ce n'est pas pour rien qu'on dit que les médias sont des leaders d'opinion. Voilà, ce n'est pas pour rien. Bref, et juste le deuxième exemple que je voulais te raconter, et vous raconter, je partage avec vous. Une fois, mais une fois, j'avais fait un reportage sur l'abstentionnisme, et souvent j'en parle parce que c'est très révélateur. Donc les gens qui s'abstenaient me donnaient leurs raisons, donc qui leur étaient propres. Il y avait plusieurs raisons, et il y en a une des personnes qui m'a dit, moi personnellement, les politiques, je sais très bien qu'ils font leur cuisine interne, que nous n'avons aucun accès à tout ça, que nous n'avons pas accès à la vérité, à ce qui se passe, et clairement ça me fait peur, donc je me retire totalement du jeu. Voilà. Bon. Pour moi ça va de pair avec les médias. Ouais. Pour moi ça va de pair avec les médias. Et pourtant je veux dire, j'ai fait le choix d'être journaliste parce que pour d'autres raisons, pour d'autres raisons. Point. Je veux pas développer. Voilà. Ouais. Sofiane Garbaoui, t'en es où? J'arrive dans pas très longtemps. Là, on est à 6 minutes normalement. Est-ce que notre ami Bachir, chauffeur VTC, a peur en ce moment parce qu'il y a non mais sérieusement non mais sérieusement parce que Bachir, est-ce que vous avez un sentiment d'inquiétude par rapport à vos enfants, par rapport à votre femme, etc. Et par rapport à son métier, Sofiane, il y a eu des agressions. Parce que les VTC ont subi quelques agressions il y a pas longtemps, là je sais que voilà il y a pas mal de problématiques autour des VTC. C'était pour demander à Bachir s'il craignait un petit peu en travaillant. Et tonton il va répondre directement. Bachir, bonjour. Bonjour Bachir. Parce que ça peut y arriver tous les jours. Ça. Ouais, parce qu'il y a eu une agression là d'un chauffeur VTC qui s'appelle Anthony, je crois, qui a été agressé par un couple. Ouais. C'est pas la première fois. Ouais, la vidéo est terrible, hein, si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux. Voilà, donc comment ça se passe pour vous dans votre quotidien? Vous avez peur? Vous n'avez pas peur, Bachir? Moi, j'ai une agression directe. En fait, j'ai une agression, j'ai une demande, j'arrive sur place. Ouais. Pour client, le premier, un client voulait monter devant et deux derrière. Mais moi, j'ai senti direct. J'étais dans une cité, je rentre. Et en fait, il voulait la voiture. Il voulait piquer la voiture. Ouais. Et comment vous en êtes sorti? Derrière, il m'a plaqué derrière. Il était derrière moi, il m'a plaqué direct. Et moi, heureusement, il y a la vitesse automatique. Ouais. J'ai accéléré. J'ai freiné sec. Le mec, il a rien compris. Il a eu un choc derrière et ils sont partis. J'ai crié tout seul. C'est incroyable. C'était il y a longtemps, Bachir? Ça fait plus qu'un an et demi, oui. C'est un petit moment, oui. Vous avez été choqué un petit moment suite à cette agression. Vous avez pu retravailler assez rapidement ou ça a été quand même un choc? 2 jours, j'ai repris le travail. Ah ouais. Donc il y a toujours cette inquiétude quand même. Toujours, oui. Est-ce que vous qui êtes au contact de la population au quotidien, Bachir, vous constatez quand même que il y a une certaine montée de la violence verbale, la violence physique? Notre société est-elle en train de devenir violente, Bachir? Est-ce que vous le ressentez vraiment ou c'est vraiment des épiphénomènes? Oui, de temps en temps, bien sûr. Il y a toujours des interlocutions même avec les clients. Nous aussi, on subit ça tous les jours. Je pense que Christophe, le mot important, au-delà peut-être de violence, peut-être que Bachir témoignera, on constate peut-être, et ça c'est à juste titre, les incivilités. Ouais. Donc elles sont verbales, elles sont au niveau du comportement. Le mec parce qui que regarde, si tu fais un comparatif avec ce qui se passe dans un pays qui est la première puissance du monde aux États-Unis, quasiment tous les jours, ou quasiment, on voit des statistiques, il y a quelqu'un qui prend
un pistolet, une puis arme qui déroge tout le monde. Oui. Est-ce que pour autant on dit que les États-Unis c'est la catastrophe, tatati tatata, on en a vu, il y a le lobby qui est puissant là-bas des armes. Donc je pense que le climat d'incivilité... Un peu de raison gardée, toi, tu me dis. Oui, ça. Bien sûr, tout à fait. Je suis d'accord avec Ali. On parle c'est-à-dire on a tendance à confondre insécurité et incivilité. Aujourd'hui, c'est vrai. Nous sommes dans une société qui est traversée par des mouvements très violents. Ouais. La remise en cause du droit de grève, la remise en cause de la retraite, beaucoup de choses qui sont des acquis sociaux pour lesquels les gens se sont battus, même si ceux qui vivent aujourd'hui n'ont pas connu ces époques-là, pour eux c'est des acquis. Et aujourd'hui, on est en train de remettre en cause ce qui était considéré comme un acquis par une violence sociale. Et la violence sociale que subissent les gens font que dans leur rapport avec autrui, ils font ressentir cette violence. Parce qu'ils n'arrivent pas à l'exprimer autrement. Parce qu'ils ont l'impression que dans le cadre d'élection, c'est biaisé, ça marche pas. Ils utilisent d'autres façons de parler. Il y a aussi la violence, c'est autre chose. Parce que la violence, on a aussi les gens qui sont malades psychologiquement. Bien sûr. C'est ce que tu vas connaître. C'est ce que tu vas connaître quand tu vas arriver dans le studio pour ton retard, la violence, tu vois. Ça, tu vas la connaître, je te le dis. Tu vas recevoir une incivilité. Et puis, absolument, plus qu'une incivilité. Et puis, peut-être aussi, dernier point important sur la zone d'incivilité. Qu'est-ce qu'on met en avant aujourd'hui dans la plupart des médias, les réseaux sociaux, des chanteurs, des sportifs, toujours avec des comportements certains qui étaient limites. Et ça les chanteurs connus, moi j'ai des enfants, ils me parlent de chanteurs, et quand on voit le pédigré, sans être méchant, certains chanteurs, tu vois mon fils il me dit lui il était en prison, l'autre il sort de là. Au contraire, c'est bien qu'ils se remettent en place, mais le vocabulaire. Mais non, parfois c'est même le phénomène. Et le repère qu'ils ont, parce que les enfants c'est ça, il me dira, tu vois, les enfants qu'est-ce qu'ils disent à côté, le gamin il dit tu vois, lui il a fait ci, il a fait ça. On a besoin de repères, et c'est vrai que les repères aujourd'hui des jeunes, ça va via les réseaux sociaux, même les sportifs, regarde, des fois ils se comportent mal, ça répond mal à la presse, ça fait ce fameux clash. C'est les modes, la clash, poids de connu. Donc en fait, aujourd'hui, on est que dans une forme de dualité. Plus on est dans l'agressivité, plus on clash, et plus on est connu. Et malheureusement, peut-être le fait d'être gentil, peut-être Audrey, tu es plus spécialiste que moi là-dedans, le fait d'être gentil, journaliste et de passer comme étant propre, peut-être ça fait peut-être pas d'audience aujourd'hui. Bon. Oui, mais bon, en tout cas, après, on fait ses choix. Alors, dans un instant, on revient dans un instant. Abdel, t'inquiète pas, je t'ai pas oublié. Il est en direct à l'antenne 01 40 30 Sophia, une petite question. Bachir ne serait pas kabyle par hasard? Non. Ah bon? Ah, mais il en voit partout. Je me serais trompé alors. Bachir, est-ce que tu peux t'arrêter près d'une boulangerie parce que normalement celui qui retarde la terre est un mec de pâtisserie. Voilà. Bachir, arrête-toi. Non, il n'y a plus de grec. Non, pas pâtisserie. Pas au chocolat et croissant, sinon tu rentres pas. Allez, tout de suite. C'est ça, c'est ça, Zama, bien sûr, tu vas nous la faire à nous. À tout de suite, les amis. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous en direct avec Audrey Pronesti, journaliste, avec Ali, directeur commercial, et Sofiane Garbaoui qui est arrivé enfin dans les studios. Quelle heure? 16h37. Non, j'ai fait l'émission, je suis sur l'émission depuis tout à l'heure. On va dire des conneries. Mais t'étais pas en présence ici, nous, tu vois, on est là à l'heure, nous. Hein, je suis désolée, moi je le défends. Il a eu la correction d'appeler et de faire l'émission, le début de l'émission, de participer au débat, donc non. Donc on recevra des artistes. Il est venu avec plein de choses. Donc. Rien du tout. Si, sa bonne humeur et son enthousiasme. Rien du tout. Il est venu dans les poches. Il y a des gens qui sachent apprécier les valeurs non sans. Je sais apprécier ce que je mange. Et là, j'ai pas rien à manger. La prochaine fois, je t'envoie Pascal Pro, tu te démerderas. Abdel est avec nous. Salut, mon Abdel. Salut à tous. Écoute, moi, je suis d'accord avec la délinquance en France, mais ce qui m'énerve, c'est comment les médias traitent les affaires et comment c'est amplifié quand il s'agit d'un certain profil, on le sait. Tu peux citer, vas-y. Allô? Oui, tu peux citer le profil, hein. Oui, noir, maghrébin, arabe, on sait très bien comment c'est amplifié, c'est écœurant. Ce que je voulais dire, on découvre qu'aujourd'hui dans notre pays, on tue des enfants, alors que le grêlé, ça va par 9, 10 victimes, la plus âgée 9 ans, fournir, et j'en passe, ça n'a jamais été médiatisé comme ça, jamais de manifestation. Le petit Yanis, si on parlait du petit Yanis, qui s'est fait éclater par une femme qui a été traînée sur 15 mètres
déchiqueté, coupé en deux, délit de fuite, et on décide de rien faire parce que c'est la mère de 2 gendarmes. On médiatise cette affaire. Et puis cette femme, la voilée, qui s'est mangé 10 coups de couteau, qui est morte, on en parle. 47 ans, personne n'en a parlé, non. Non, elle a excité le mec. Quoi, elle a excité vous êtes au courant de l'affaire du Yanis? Oui, bien sûr. C'est ironique. Ah, le papa, le pauvre, il pleure dans les réseaux sociaux, personne ne veut l'entendre. Monsieur Alouna, qu'est-ce que vous attendez, monsieur Alouna? Qu'est-ce que vous attendez, là? C'est un arabe, ça vous intéresse pas? Le petit, c'est un arabe, ça vous intéresse pas, monsieur Alouna? Je sais que vous m'écoutez pas, mais moi je lance un appel. Si, il t'écoute. Mais non, mais bon, là-dessus, franchement, on peut pas faire beaucoup de reproches à Hanouna, parce que Hanouna, il reçoit quand même pas mal de gens. Sauf c'est l'actualité. Yanis, c'est plus d'actualité. Le problème du fait divers, c'est que c'est quelque chose de consommable. C'est malheureux à dire. Le papa fait un appel à Hanouna quand même. Oui, mais il veut faire entendre sa voix parce qu'il a une administration qui veut pas bouger, et on sait très bien que quand les médias s'en mêlent, et quand M. Alouna s'en mêle, l'administration bouge, donc il a raison d'en appeler à ce monsieur. Absolument. Oui, tout à fait. Il va le recevoir, certainement. Mais moi, je te dis, c'est-à-dire que le fait divers est un produit de consommation très... Excusez-moi de ma colère. Non, c'est tout à fait naturel et normal. Excusez-moi. Mais par rapport à la consommation, c'est quelque chose de périssable très rapidement, le fait divers. Le fait divers, si vous ne le traitez pas sur le moment, c'est mort. Ouais. D'ailleurs, en termes journalistiques, on a ce qu'on appelle les frigos. Le frigo, c'est quand on a un article qui peut pas passer. Biscuit, on a le frigo. Non, le frigo, c'est quelque chose. Les journalistes, en fait. Non, mais c'est pas ça. C'est quelque chose qui peut pas passer tout de suite, donc on le met de côté et on va le retraiter. Sauf qu'un fait divers, on peut pas le retraiter. Sauf s'il y a un fait divers équivalent qui va se reproduire. Alors juste une question, Sofiane, et aussi la remarque. Christophe. Ouais, salut. Non, reste avec nous. Reste à nous. Juste reste avec nous. nous. Juste, tu parles du fait divers, mais quand tu parles de la presse des médias, faut bien préciser. Aujourd'hui, tu parles d'un groupe comme CNews. Tout le monde connaît la tendance de c'est Bolloré, non, c'est Bolloré, c'est un catho fasciste, raciste. Alors, non, mais je dirais, ce qui est important, je dirais, voilà, tu vois, par exemple, même si tu t'amuses à faire une comparaison, la même information, bah, tu vas regarder chez Drahi. Il faut parler des patrons, hein, Drahi, BFM, et on voit CNews, c'est totalement différent. On voit que sur CNews, c'est vraiment... Non, CNews, ils font... Non, c'est un journal d'opinion. Voilà, je le dis, je le répète, c'est pas des journalistes, c'est des commentateurs. Non, mais c'est totalement... Tout ça pour te dire... C'est pour ça que... Pardon, il était où, monsieur... Il était où, M. Zemmour, quand on a attrapé le grêlé, ancien gendarme, je vous le rappelle, qui travaillait à la mairie? C'est la même chose. Il était en vacances à Marrakech. Non, mais Abdel, c'est la même chose, Abdel. Si demain matin, peut-être, il y avait une chaîne d'infos, entre guillemets, comme le soulignait Audrey au tout début de l'intervention sur le travail du journaliste, hein, comme qui existe aujourd'hui, bah, peut-être qu'effectivement, bah, tous ces événements-là seraient traités avec une objectivité, mais là, aujourd'hui, lorsque tu parles de médias, bah, il faut juste préciser, parce que c'est là, je pense qu'on fait l'erreur. Il faut toujours préciser quel média. Tout mélanger. Oui, parce que maintenant, chaque média a sa ligne. Non, normalement, non. Bah, normalement, non. Mais Sofiane, il y a une chaîne. Il y a une chaîne d'infos qui aujourd'hui, moi, je trouve, même si elle n'est pas complètement neutre, mais il y a quand même un certain travail, un vrai travail. C'est France Info. Oui, c'est vrai. France Info, honnêtement, pour moi aujourd'hui, c'est l'un des médias les plus sérieux en France. Et critiqué en permanence par CNews. C'est normal. C'est d'abord c'est une chaîne publique, donc elle vit avec nous. Déjà. Il n'y a pas de sensationnel. Ce qui n'est pas vrai complètement, puisque déjà il y a une différence. Voilà. Et surtout qu'ils sont sur un traitement de l'information. Ils ne sont pas sur de la consommation de faits divers. On a une question d'une auditrice, c'est sérieux. 01 40 33 9000 les enfants pour vous appeler. Chouchou qui a une question à vous poser. Bonjour. Salut Chouchou. Ah Chouchou. Bonjour. Bonjour. Alors moi je voudrais poser une question, enfin plusieurs questions en une, mais... Waouh, elle est remontée là, Chouchou. Non, pas du tout, un peu. Donc, est-ce que avez-vous été choqué par les SMS de députés Rennes en rapport avec l'assassinat de la petite Lola? Alors, choqué par le Front National, non. Non. Est-ce que vous avez été choqué par les SMS? Non, mais le Front National
d'accord, et de par ses représentants, pour moi, ne me choque plus. Oui, mais est-ce que les SMS, est-ce que le contenu de ces pas de ces SMS, de ces tweets, est-ce que le contenu de ces tweets est-ce que vous pourriez éventuellement c'est quoi les tweets, Chouchou, tu fais référence à quoi? Sincèrement, on ne les suit pas. Non, mais tu fais référence à quel genre de teneur de propos? Parce qu'on ne sait pas, nous. Moi, en fait, j'ai pas Internet, mais dans 2 médias, j'ai regardé partout. Il y a que 2 journalistes qui ont fait état de tweets, de certains tweets de députés RN qui étaient disent que c'était à vomir et donc j'ai regardé dans tous les autres médias pour voir s'ils allaient en parler. Ils n'en ont pas parlé. Non. Et moi je me questionne parce que j'arrive pas à comprendre, à expliquer pourquoi est-ce que quand des tweets de Mélenchon sont repris dans tous les médias et ça les débecte. Oui, c'est vrai. Ouais. Et parfois, franchement, le contenu, c'est pas grand-chose. Ils en font tout un foin pour pas grand-chose. Mais par contre, les tweets de RN, eh ben, ça passe le effet. Là, c'est aux journalistes de répondre. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut laisser franchement, je vois même pas l'intérêt mais ce qu'elle veut dire par là, je sais pas si je me trompe, elle dit comment c'est qu'on condamne pas. Qui va condamner? C'est ça, qui va condamner? Si c'est Pascal Praud, il va pas condamner. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. C'est toute une question d'intérêt. Dans un instant, Macron, il a sorti une petite phrase sur l'Ukraine hier, en italiano. En Italie. Giorgia Meloni, la nouvelle première ministre italienne, s'il vous plaît. À tout de suite, ne bougez pas. Allez, on est de retour dans un instant, juste après la pub. Faut bien me mettre un peu d'argent dans la caisse. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio avec Ali, notre directeur commercial, avec Audrey Pronesti, journaliste et enseignante. Enseignante aussi, oui. Maîtresse Audrey. S'il te plaît, maîtresse. Il n'empêche que. Il n'est pas encore minuit. Hein. Bah ouais, non, mais il t'appelle maîtresse, les enfants. Oui, il m'appelle maîtresse, mais en tout cas, il ne marche pas avec moi. Ah ouais? Ouais. C'est ça. Ouais, mais il m'aime bien. Mais c'est l'autorité italienne, attention. Hein. Sofiane Karmaoui, journaliste et directeur d'une agence de presse allemande dont je me souviens jamais du nom. EMA, exactement. EMA, c'est ça, hein? E-N-A. E-N. Bah c'est facile, tu penses à l'ENA. C'est l'ENA, European News Agency. European News Agency. C'est pas très allemand, ça, hein? Pardon, mais... C'est pas très allemand, c'est une... C'est européenne. C'est un truc international, donc... Ouais. Bon, si nous parlions de Macron, il s'est exprimé hier soir. Il était en visite. Faudrait peut-être qu'on arrête de parler de Macron, quand même. Ouais, quand même. Ça serait pas le président, je crois. Prise de parole, s'il vous plaît, en ouverture d'une rencontre internationale sur la paix organisée par Santé et Gigio, une communauté catholique, connue pour son rôle de médiatrice dans les conflits. Et la guerre en Ukraine était donc au cœur de cette intervention du chef de l'État hier soir. Et comme il le fait d'ailleurs depuis le début du conflit ukrainien, il a assumé de continuer à parler avec Poutine, plaidant pour que Kiev et Moscou puissent s'asseoir autour d'une même table pour négocier lorsque ce sera acceptable pour le président ukrainien Zelensky. Nous parlons de paix au moment même où les Ukrainiennes et les Ukrainiens se battent, mais pour résister, pour défendre leur dignité, pour protéger leurs frontières et leurs territoires et leur souveraineté nationale. Mais une paix est possible, celle-là seule qu'ils décideront quand ils le décideront et qui pourra respecter leurs droits de peuple souverain. J'ai pas tout compris, moi, Sofiane. Non, mais il dit une paix est possible quand ils le décideront. En l'occurrence, les Ukrainiens le décideront. Oui, mais c'est un peu normal. Il va pas parler au nom des Ukrainiens. Il n'est pas président de l'Ukraine, il est président de la France. Non, mais d'accord, mais il y a deux parties dans le conflit là. Non, alors deux parties, il y a les États-Unis et la Russie. Oui. D'accord. L'Ukraine ne sert que de faire valoir, malheureusement pour les Ukrainiens et désolé pour eux, ne sert que de faire valoir à sa situation de guerre que mènent les États-Unis contre la Russie. Ouais. Maintenant, ce que dit Macron, il n'y a rien de choquant dans ses propos. Il dit tout simplement que les négociations doivent être entre Ukrainiens et Russes. Donc, excuse-moi, moi je trouve tout à fait normal. Et je vais même aller plus loin pour continuer sur tes propos. Ce qu'il vient de dire, c'est ni plus ni moins une la palissade. Pourquoi ? Parce que ce qu'il a dit
déjà, ça a été repris dans tout un tas d'articles, mais surtout, ça a été sorti du contexte. Parce que c'est un sommet où le thème de base, c'était parler de la paix. Et la majorité de son intervention, en tout cas à Emmanuel Macron, c'était de parler des vertus, des religions pour arriver à la paix. Donc, il a sorti 7 phrases en une demi-heure d'intervention, 7 phrases pour dire, en fin de compte, ni plus ni moins que au début d'une guerre, eh bien, oui, c'est le conflit, et qu'à la fin, il y aura une solution qui sera faisable, que la paix est faisable si l'Ukraine est d'accord. Mais il n'y a rien d'exceptionnel dans ce qu'il a dit. En même temps, là, ce qu'il est en train de dire aussi, c'est qu'il dit que la France n'est pas partie prenante du conflit. Attention, oui. Il faut lire un peu. Elle l'a dit. Non, mais il l'a dit franchement. Elle n'est pas partie. Et d'ailleurs, il ne peut pas dire autrement parce que sinon, on devient co-belligérant. Donc, ça change la donne. Exactement. C'est une réponse aussi au ministre russe de la Défense, qui, suite à un propos de Macron d'ailleurs, répondait, d'accord, que la France devrait faire attention à ce qu'elle n'escalade pas. Voilà. Donc là, je pense qu'il répond indirectement, il remet un peu les choses dans leur contexte. Ce qu'il dit n'a rien d'extraordinaire. Il dit tout simplement que le conflit a 2 entités, qui sont l'Ukraine et la Russie. C'est à eux de discuter pour la paix. Et que c'est aux Ukrainiens de dire s'ils sont d'accord pour faire la paix ou pas, puisque c'est eux les agressés. Bon, ceci dit, ça ne mange pas de pain. Saint-Egidio est le bras armé diplomatique de Rome, d'accord, parce que beaucoup de conflits, ils ont servi, je dirais, de lieu de rencontre à beaucoup de conflits, y compris pendant la guerre civile en Algérie, ils ont eu aussi un rôle à jouer. Maintenant, le problème de ce qui se passe par rapport à ce qui se passe en Ukraine, c'est que c'est des orthodoxes. Et on sait très bien que la relation orthodoxe-catholique, c'est pas forcément... c'est ça. D'accord. Et le deuxième point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une guerre de religion entre les Ukrainiens et les Russes. C'est la primauté de l'orthodoxie. C'est celui qui va diriger l'orthodoxie. Les Russes disent c'est nous, et les Ukrainiens disent c'est nous. Parce que la première église orthodoxe a été construite à Kiev en 1600 et quelques, quand il y a eu le schisme entre l'Orient et l'Occident. C'est-à-dire qu'il y a eu les catholiques, il y a eu la séparation, le schisme entre les deux. Voilà. Donc, quelque part, là, c'est du discours diplomatique. Il ne peut pas dire autre chose, il ne peut pas faire autrement. Voilà. Alors moi, au-delà de ce qui vient d'être dit, moi je pense aussi, parce que c'est quand même important, il dit que c'est l'Ukraine qui quelque part a un peu les cartes en main. Les cartes en main. C'est comme ça qu'on peut le comprendre. Donc, si l'Ukraine a les cartes en main, il est en train de parler de qui indirectement, je pense, certainement des États-Unis. Donc il n'ose pas le prononcer, les États-Unis. Alors bon, soit effectivement il le prononce. Donc ça c'est quand même relativement grave, parce qu'on arrive dans une situation, on est quasiment à 10 mois de conflit, des sanctions qui finalement, on est en train de se rendre compte, sont en train de revenir en boomerang. Donc on exporte des armes et nous on importe à nous des sanctions, de l'inflation, des problèmes d'énergie. On se rend compte que l'Europe est en train de se disloquer, qu'on le veuille ou non. On se rend compte qu'effectivement que la Russie, tous les experts occidentaux, non pas les experts russes, sont en train de dire que l'Europe plonge dans une récession et la Russie est en train de sortir, puisqu'on voit même une croissance de l'économie russe, 165 milliards de dollars qu'ils ont fait le premier semestre, au-delà des espérances du jamais vu. Oui, parce que leur gaz et leur pétrole se vendent encore. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ils ont compris une chose maintenant, c'est qu'avant, quand on faisait des sanctions contre des pays, ces pays avaient besoin d'importer des produits, n'exportaient très peu. L'Iran, l'Irak, la Libye. Là, vous faites des sanctions à un pays qui, quelque part, et c'est là où on vient s'approvisionner. En blé, en fer, en gaz, en pétrole.
Et après, on se dit, mais finalement, on se rend compte peut-être qu'on fait une erreur. Donc, je pense que là, c'est un vrai message à passer. Alors, je sais pas si ça va marcher, hein, si les Ukrainiens veulent réussir. Mais je repose la question à Sofiane. Il y a comme eu la réunion au mois de mars en Turquie. Les Américains, il y avait cette fameuse où ils étaient d'accord. Ils étaient d'accord, et c'est les Américains qui ont mis leur veto. Voilà, les deux accords, c'était les Russes étaient pour la neutralité de l'Ukraine. L'Ukraine, ils ont dit oui. L'histoire des Donbass et de dire effectivement ces régions peuvent être autonomes, il n'y a pas de problème. Et ils sont partis avec cette feuille de route. Ils sont même pas rentrés. Non. Il y a eu la discussion et c'était arrivé à la signature. Parce que ce que disent les Turcs aussi. Les Turcs, oui. Sous l'égide de la Turquie. C'est ce qu'ils disent. L'accord était acquis. Et les Ukrainiens, donc les Ukrainiens ont appelé le président Zelensky qui n'était pas présent et qui appelle les Américains. Il était en Ukraine. Il y avait piscine. Et il appelle les Américains. Les Américains ils disent il est hors de question que vous signiez quel que soit l'accord. C'est bon de l'avoir rappelé, merci beaucoup en tout cas Ali et Giorgio Meloni qui a rencontré Macron qui a rencontré Giorgio Meloni, ça fait polémique, notamment chez la gauche qui juge intolérable. Non, chez Sandrine Rousseau. Non, il faut être clair, net et précis. Dans un instant, un peu de musique, les enfants, ça adoucit un peu les mœurs. Nasserdine Dalil qui est avec nous et Samia Diar qui vont entrer dans les studios pour parler du spectacle et qui va faire son entrée au Cabaret Sauvage à partir de ce vendredi. Le LGF, merci d'être avec nous sur votre radio France Maghreb 2 tous les jours de 16h à 18h. On a plaisir de vous retrouver avec chaque jour le débatteur aujourd'hui en plateau. Sabrina Gassim, artiste qui est auteur et thérapeute. Philippe Bouriaki, conseiller régional et puis porte-parole national bien sûr de l'écologie au centre. Et monsieur Nicolas Jeannetet, élu au Conseil de Paris, maire adjoint au maire plutôt dans le 15e en charge de la sécurité et directeur des centristes. Messieurs, toute la semaine on en a parlé bien entendu et dans le cadre de cette émission du Grand Forum, nous avons consacré chaque jour une rubrique sur la semaine de l'intégration qui a lieu du 17 octobre au 21 octobre. Des primo-arrivants, cette semaine nationale initiée par la Direction Générale des Étrangers en France du ministère de l'Intérieur est organisée localement par la préfecture de Seine-Saint-Denis en collaboration avec l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, et les partenaires locaux. Et donc j'ai bien parlé de la préfecture du 93, Seine-Saint-Denis. Nous sommes en ligne avec madame la sous-préfète Cécile Raquette. Bonsoir madame la sous-préfète. Bonsoir monsieur et bonsoir à tous vos auditeurs et aux personnes présentes avec vous. Merci madame la sous-préfète. Donc cette semaine de l'intégration, comment s'est-elle passée? Quel bilan en tirez-vous? Alors tout d'abord, je vous remercie pour ce temps de passage et surtout je vous remercie d'avoir relayé tout au long de cette semaine les nombreuses actions et dispositifs qui sont mis en œuvre par les acteurs mobilisés sur ces sujets de l'intégration et de l'accueil des réfugiés. Nous en tirons un bilan très positif puisque cela nous a permis de mettre en lumière les différentes actions, les différentes initiatives prises sur le département, de créer des synergies entre les partenaires qui travaillent sur ce sujet, qui ne se connaissent parfois pas. Donc c'est important, je pense, quand on œuvre dans la même direction, de se connaître pour amplifier, je dirais, l'efficacité de nos actions. Et cela nous a aussi permis de rencontrer notre public qui était concerné, les primo-arrivants, de pouvoir écouter de leur expérience, leur donner aussi, je pense, par le témoignage d'anciens primo-arrivants devant eux, une confiance en eux et un espoir sur leur situation en France. Alors c'est vrai qu'en réalisant ces interviews, j'ai appris énormément de choses au travers des différents partenaires locaux que j'ai eu l'occasion d'interviewer par téléphone tout au long de cette semaine, en faisant partager auprès de notre auditoire. On a appris quand même qu'il y avait tout un cursus qui était mis en place pour les primo-arrivants, organisé sur tous les sujets en question, donc pour apprendre le français, pour leur apprendre leurs droits, pour également les accompagner jusque l'école, pour leurs enfants. C'est vraiment toute une structure qui est mise en place pour accompagner l'accompagnement des primo-arrivants. Tout à fait, et d'ailleurs c'était assez satisfaisant d'entendre que certains anciens primo-arrivants et qui maintenant travaillent dans ces structures qui aident à l'accueil ou travaillent dans des services de l'État, faisaient le constat que lorsqu'ils étaient arrivés il y a 30 ans en France, il n'y avait malheureusement pas encore tous ces dispositifs
mis en œuvre, alors que le droit d'asile, je dirais, est une constante dans l'histoire. Ça remonte à l'Antiquité au moins. Et en France, rappelé à la Révolution française, les conventions internationales, enfin on va pas nécessairement refaire tout l'historique du droit d'asile en France, mais c'est quelque chose qui remonte à fort longtemps et qui, je dirais, peut aussi peut-être tous nous concerner un jour. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour la Seine-Saint-Denis, c'est vraiment un sujet d'importance qui explique sûrement cette grande mobilisation de tous les acteurs, puisque sur 1,6 million d'habitants en Seine-Saint-Denis, nous avons 20% d'étrangers, 340 000 personnes qui ont un titre de séjour, 126 000 personnes qui sont naturalisées. Donc je pense que cette forte présence de personnes qui sont passées par cette situation explique sûrement cette dynamique. Et pour vous donner un ordre d'idée pour la préfecture, nous avons eu 7400 demandes de titres de séjour en septembre 2022, donc ça fluctue d'un mois sur l'autre, on en avait 4600 en août, et nous avons à peu près 500 demandes d'asile par mois. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose pour la préfecture de Seine-Saint-Denis qui est très important, et sur une année on édite à peu près 85 000 titres. Nous avons aussi d'ailleurs consacré un petit point dans cette semaine de l'intégration pour remercier tous les agents de la préfecture qui travaillent sur cet accueil des étrangers, pour remercier également les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. On a organisé un petit événement autour de la diffusion de témoignages de primo-arrivants, ce qui était à la fois, je dirais, ludique et amusant par certains témoignages, d'autres fois très émouvant, et je pense que ça a permis aussi à tout le monde de se rendre compte de sa tâche dans une chaîne sur l'intégration des primo-arrivants. Madame la sous-préfète Cécile Raquette avec nous en direct sur France Maghreb 2 pour faire le bilan donc de cette semaine de l'intégration. Alors on a évoqué pas mal de choses qui fonctionnent plutôt bien. Il y a encore des choses qui ne fonctionnent pas, Madame Raquette, il faut le dire. Notamment, Philippe Bouriaki, ici présent, conseiller régional avec nous, souhaite vous poser la question sur justement se rendre à la préfecture et obtenir un rendez-vous. Philippe, c'est un problème. Oui, merci infiniment, Madame la sous-préfète. Je connais l'investissement que vous faites dans ce département que beaucoup jugent de difficile, alors que il est juste extraordinaire et merveilleux des gens qui l'habitent et qui l'animent. Nous avons le même problème dans le Val-de-Marne, et j'ai été sollicité plusieurs fois sur le 93 et je les ai renvoyés vers mon ami et conseiller régional Kader Chiban. Il y a un vrai souci sur la plateforme pour prendre rendez-vous pour le renouvellement de titres de séjour, ainsi que pour les demandes de naturalisation. Que comptez-vous faire, que compte faire l'administration pour y remédier, puisque plus personne maintenant n'est reçu en préfecture s'il ne prend pas rendez-vous? Est-ce que c'est vrai d'abord? Alors, ce qui est indéniable, c'est que les personnes qui demandent un titre, un rendez-vous, trouvent toujours que les choses sont trop longues. Ce n'est pas le cas en tout cas pour les demandeurs d'asile, parce que là nous avons une procédure spécifique qui fait que les demandeurs d'asile, ceux qui arrivent en France, vont appeler un numéro de téléphone unique, une plateforme téléphonique qui comprend les 8 départements franciliens et qui est gérée par l'OFII. Leur appel est immédiatement géolocalisé et orienté vers la SPADA la plus proche, la SPADA, le service de premier accueil des demandeurs d'asile. Une fois que la SPADA est en contact avec eux, elle va se mettre en relation avec la préfecture pour qu'ils soient reçus au GUDA, au guichet unique d'accueil des demandeurs d'asile, et en moyenne c'est 1 à 2 jours, donc entre 7 appels à la SPADA et le rendez-vous en préfecture. Parfois ça peut atteindre 5 jours pendant quelques périodes que l'on a eues qui étaient plus tendues, mais en tout cas pour les demandeurs d'asile, nous nous engageons à tenir ce délai. Après, il y a différents cas de figure qui sont jugés moins prioritaires. Par exemple, les personnes qui demandent leur admission exceptionnelle au séjour, qui sont des personnes en situation irrégulière mais qui veulent présenter leur dossier pour voir si elles rentrent dans le cadre des textes leur permettant d'être régularisées, sont le point sur lequel il y avait eu le plus de difficultés. En effet, les gens n'arrivaient pas à se connecter, ou très difficilement, pour prendre un rendez-vous.
Donc on avait déjà conscience de ce point à améliorer. Il y a eu une décision du Conseil d'État au mois de juin 2022 qui nous a amené à revoir les choses. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus pour eux ce système de prendre rendez-vous en ligne sur cette application ministérielle qui posait manifestement des difficultés, mais maintenant on a un système où la personne dépose son dossier sur démarche simplifiée de façon numérique, sachant qu'il peut aussi l'envoyer par voie postale, ce qui permet aux agents de la préfecture, en recevant les pièces, de faire cette préinstruction et de fixer ensuite le rendez-vous. Donc nous, ce qu'on a constaté en tout cas dans le 93, je ne sais pas comment c'est dans le 94, c'est que ça permet vraiment un accès facilité pour l'usager et ça a baissé grandement le phénomène de tension sur ces dossiers. Parfois, et je pense que c'est ce à quoi vous faisiez référence aussi, monsieur le conseiller régional, on a des personnes qui se trouvent dans une situation où leur titre de séjour va bientôt expirer, le rendez-vous donné va créer une situation de rupture de droit, et dans ces cas-là, quand on est saisi, nous nous mobilisons pour faire passer la personne avant les autres et éviter ces situations qui peuvent être dramatiques, en effet, pour la personne qui attend son rendez-vous. Donc, on ne nie pas qu'il y a eu et qu'il peut y avoir des difficultés, mais en tout cas, nous faisons en sorte... Vous y travaillez pour arranger les choses. Ouais. On a réussi à obtenir 6 personnes en plus du ministère pour travailler sur le droit des étrangers à la préfecture. Donc, c'est bien quelque chose qui est connu, qui est pris en compte. Parce que c'est vraiment ça aussi que je voulais mettre en exercice. En tout cas, je vous remercie de votre franchise et des éléments que vous nous avez apportés à notre connaissance. Mais c'est vrai aussi, à décharge des préfectures, que ces services-là sont les moins prisés, parce que c'est des services très difficiles, sur la charge de travail, mais aussi sur les situations vécues, mais qui ça rigole en studio pour autre chose, là. Il faudra que ça s'arrête. Mais en tout cas, c'est vrai que les moyens humains sont défaillants et il faut que le ministère vous permette de pouvoir traiter les dossiers de manière humaine et digne. Pour vous donner un ordre d'idée, à la préfecture, la direction des étrangers, c'est 200 agents sur les 800 agents de la préfecture. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on met aussi nos moyens. Alors, mais c'est vrai, comme vous le dites, que c'est vécu comme un service qui est difficile parce que la charge de travail est importante, avec cette pression aussi de se dire l'usager est mécontent, la charge émotionnelle aussi parce qu'il voit des situations qui sont difficiles, et je pense que tout ça explique que certains ne veulent pas travailler au service des étrangers, d'autres au contraire s'y épanouissent et y restent très longtemps, heureusement pour nous. Madame Riquette, Madame la sous-préfète, pour cette semaine de l'intégration, vous avez été visiter tous les partenaires locaux tout au long de cette semaine, vous avez été les rencontrer, écouter aussi ce qu'ils avaient à vous dire sur le terrain, sur le retour qu'ils font de leur travail, voilà, comment ça s'est passé, vous êtes parti les voir ? Oui, je suis allée chez tous les partenaires que vous avez entendus, notamment au cours de votre semaine, donc des partenaires associatifs, donc associations qui œuvrent pour le droit des femmes, notamment associations qui mettent en œuvre les services civiques, puisqu'on a aussi des réfugiés qui peuvent s'investir comme service civique, ce qui leur permet, comme pour les Français, une première expérience professionnelle. Nous avons vu aussi différentes structures, la SPADA, ce que fait l'éducation nationale pour ouvrir l'école aux parents, pour leur permettre de suivre les enfants et d'optimiser leur réussite. Nous avons aussi eu de rencontres en lien avec l'emploi, que ce soit la Société du Grand Paris, qui recrute, comme vous vous en doutez. Absolument, on les a eu au téléphone d'ailleurs. Ouais. Avec l'OFI aussi, aujourd'hui nous avions la journée 4 organisée par l'OFI qui est sur l'embauche, donc c'est aider les étrangers à savoir se présenter, à valoriser leur parcours professionnel, parce que si parfois ce à quoi on est confronté, c'est que des personnes dans leur pays avaient un niveau de diplôme élevé ou des compétences particulières recherchées, et il faut favoriser, je dirais, l'aspiration de leurs compétences pour nous. Ce
qui est souvent un frein et qui est vraiment le premier point sur lequel il faut travailler, et donc on a aussi fait des visites en lien avec ça, c'est la maîtrise de la langue française, parce que c'est un préalable qui est nécessaire pour l'emploi, pour s'intégrer, et il faut vraiment éviter le repli des gens sur eux qui ne se mettraient pas en situation de pouvoir parler et donc progresser en français. Et d'ailleurs, ça se passe plutôt bien. Madame la sous-préfète, une question d'un élu aussi qui est sur le plateau. Il est élu au Conseil de Paris, élu également en charge de la sécurité dans le 15e, directeur des centristes, Nicolas Jeannetet. Madame la sous-préfète, bonjour. Juste une question très simple. Allez-vous mettre, moi je m'intéresse beaucoup aux jeunes mineurs, au MNA, et donc allez-vous mettre en place ce fameux fichier biométrique qu'aujourd'hui Paris et la Seine-Saint-Denis refuse de mettre en place? Je rappelle aux auditeurs que le fichier biométrique, c'est une loi, je crois, de 2019 et qui oblige les départements à inscrire alors c'était jusqu'à maintenant après une option, mais qui propose aux départements d'inscrire les jeunes mineurs isolés qui se présentent dans un fichier central et qui permet d'optimiser à la fois l'accueil et d'éviter effectivement qu'un faux mineur ou qu'un jeune majeur se présente à plusieurs aides sociales à l'enfance pour bénéficier d'aides et à chaque fois, effectivement, recourir à des aides supplémentaires pour séjourner sur le territoire. Alors, vous allez avoir l'impression que je botte en touche, mais ce n'est vraiment pas le cas. En fait, comme vous le rappelez, c'est à la main du conseil départemental et ce n'est pas la préfecture qui agit sur, je dirais, ce traitement des mineurs vrais ou supposés qui se trouvent sur le territoire français. Nous, pour les adultes, c'est clair qu'à partir du moment où les personnes rentrent dans une démarche et dans un dossier de demande de pièces d'identité, il y a la prise d'empreintes, des photographies pour s'assurer de la validité. Comme nous les Français d'ailleurs, pour faire une carte d'identité aujourd'hui d'ailleurs. Tout à fait. Et donc voilà, sur le fichier biométrique, c'est vraiment pas quelque chose qui relève de notre main, et le conseil départemental gère, très bien, je dirais, à sa façon sujet, sachant que vous avez rappelé l'existence d'une loi. Après, je suis pas là pour commenter ce que fait le conseil départemental de Seine-Saint-Denis. Alors, Madame la sous-préfète, merci d'abord d'avoir répondu à nos questions, d'avoir fait avec nous le bilan de cette semaine, et puis je vous remercie parce que vous avez fait découvrir à nos auditeurs et à moi-même d'ailleurs plein de structures, et on a ainsi mieux comprendre, je vais y arriver, comment bien fonctionne un petit peu la demande pour les demandeurs d'asile, pour les primo-arrivants, comment cela fonctionne, quelles structures sont mises en place pour les accompagner, les aider, les orienter, et bravo à tous ces acteurs associatifs et non d'ailleurs d'avoir parlé de ce qu'ils font, de ce qu'ils proposent, sur quoi ils agissent. En fait, ces acteurs un peu silencieux et qui ont un rôle considérable pour les primo-arrivants. Un grand merci à vous, Madame la sous-préfète, et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'est moi qui vous remercie encore pour cette mise en lumière que vous avez fait pendant toute cette semaine. Merci beaucoup, à très bientôt, Madame la sous-préfète de Seine-Saint-Denis, donc Cécile Raquette, à très bientôt, merci beaucoup. Dans un instant, on change de sujet, quoique... Si, on change de sujet. On va parler évidemment des 40 enfants et 15 femmes qui ont été rapatriés du nord de la Syrie. Dans la battle, la question que l'on pose, êtes-vous favorable à leur retour sur le sol français? Alors évidemment, on ne parle pas des enfants, parce que tout le monde est d'accord là-dessus, que les enfants, de toute façon, n'ont rien à faire dans des camps qui est puisé dans une insécurité importante et dans des conditions absolument dramatiques. Et surtout, mon cher Christophe, des enfants souvent qui sont nés là-bas. Nés là-bas, absolument. Nés là-bas. Voilà. Donc il faut essayer évidemment de les sauver. Par contre, la question se pose concernant les femmes. Il y en a 15, mais c'est pas 15 depuis hier, hein. Il y en a eu quelques autres, évidemment. Il y en a eu 70 avant. 70 depuis avant. 2019. Si on rajoute, ça peut être donc 85 femmes qui ont été rapatriées par la France. On a l'impression quand même qu'on fait un peu du cas par cas dans cette histoire. On y va en tatillant, on hésite un peu. Bref, on en parle dans un instant. Êtes-vous favorable à leur retour sur le sol français? 01 40 33 9000. On débat dans la battle à suivre sur France Maghreb 2. Restez avec le Grand Forum. Merci d'être avec nous en direct avec Sofiane Garbaoui, avec Audrey Pronesti, avec Ali qui est caché là derrière. Là. Pourquoi il se cache? Pourquoi tu te caches, Ali? Qu'est-ce qui se passe? C'est Samia qui t'intimide? Non, mais je crois qu'il a peur de payer quelque chose. Ouais, c'est ça. Et puis nos invités. Alors franchement, je vous le dis honnêtement, les amis,
c'est vrai que vous écoutez beaucoup la radio, la musique, les grands artistes, machin, mais les vrais artistes, ils sont là. Ouais, Nasserdine Dalil, vraiment, qui est un grand monsieur de la musique, qui est avec nous, et vraiment, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect, et qui, pour connaître quelques musiciens, bon, bah, Marchaoui, voilà, qui est de la famille, voilà, il me dit à chaque fois, Nasserdine, c'est vraiment le top du top, et pourtant il en côtoie du monde, hein. Il en joue avec du monde. Hein. Il t'aime beaucoup, Nasserdine, et il aime beaucoup aussi notre Samia Diar qui est avec nous. Moi aussi je l'adore. Voilà, et pour le spectacle, donc Ne me libérez pas, je m'en charge, qui revient au Cabaret Sauvage à partir de ce vendredi 28 octobre. Ça y est, vous êtes prêts là? Vous avez répété? On a fait un peu, il faut remettre les automatismes en route. Si, loin de là, pas du tout. Pas du tout, on a beaucoup de travail. De danse aussi. Comment? Il y a de la danse aussi. Non, moi je suis dispensée de danse. Non, pas non, il y a une petite danse de Tenina Chariot, mais pas du tout. Il y a plus, en fait, il y a de la musique. Des chants, il y a une histoire qui est racontée par Tenina Chariot, il y a de l'image et de la vidéo qui ont été d'archives de Aziz Mati, il y a un très très beau décor qui est fait par Annick Lebédic, et puis ça a été mis en scène par Géraldine Bénichou. Voilà, c'est tout ce travail-là, toute une grande équipe. Mais tu as raison, il y a de la danse, hein, du début jusqu'à la fin, c'est le public. C'est le public, exactement. Non, mais le public, c'est impossible de lui dire assis-toi. C'est ça, c'est-à-dire que c'est vrai, le Cabaret Sauvage a cette intensité de faire, de rendre heureux les gens. Ouais, absolument. Et donc ça commence... Tu me payes pour le truc. Hein, 3 points, ça te fait 3, je suis en train de compter. Hein. Ça commence à partir de ce vendredi, donc en plus c'est les vacances scolaires, donc c'est le moment d'y aller. Non, et les prix sont pas excessifs. Hein, bon moment, absolument. Et on y danse, on chante, par exemple ça. Magnifique voix de Samia, hein, évidemment. Justement, Nasserdine, quand on commence un spectacle et quand on fait plusieurs séries comme ça, est-ce que les spectacles se ressemblent, ou alors vraiment chaque jour c'est un spectacle nouveau qui apparaît sur scène avec son lot d'incertitudes, parfois un musicien n'est pas dedans, comme dans une équipe de foot, quoi. Il suffit qu'un joueur soit pas le public, ouais, absolument. Il suffit peut-être qu'il y en a un qui soit pas dans le truc, et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a des émotions comme ça tous les jours différentes? Une fois, j'avais pour un spectacle, j'avais 40 degrés de fièvre. Ah ouais. Avant le spectacle, je monte sur scène parce que malheureusement, en tant qu'artiste, tu peux pas annuler un spectacle. C'est clair. Je monte. Je guéris sur scène, j'ai plus aucune fièvre, mais rien, normal. Je termine, refièvre. Voilà. Donc la scène vraiment, c'est une parenthèse aussi. Vous étiez sûrement dans un état second et l'adrénaline a fait que, et vous étiez dans votre monde, votre bulle, et non mais c'est, alors là je comprends. Non mais c'est vrai. Il y a aussi le public qui est super important, exactement. Un public qui est réceptif et qui va nous transmettre, nous donner des émotions aussi. Ben on va vibrer, on va donner le meilleur de nous-mêmes. Et des fois, quand il y a un public qui n'est pas réceptif, ça arrive. Eh ben ça peut arriver. Pour moi, dans ma carrière, j'ai déjà vécu ça, mais ça a été je pense qu'une fois, exactement. Et c'est vrai que après on a peur, on panique, on sait pas. Voilà, mais sinon en général c'est émetteur, récepteur, et ça va dans les deux sens, exactement. Et il faut savoir quand même que bon, là vous répétez évidemment pour la reprise du spectacle, mais vous faites des répètes chaque jour, parce que ce que les gens savent pas, c'est qu'il faut régler le son tous les jours. Il doit être différent, quoi. Ce qu'on appelle la balance. Ce qu'on appelle la balance. Pourquoi on fait des balances, Nasserdine? Tiens, ça c'est une vraie question, ça. La balance vient c'est un terme de sonorisateur, d'ingénieur du son, pour dire qu'il va faire un équilibre de son pour chaque instrument, pour placer par exemple la batterie au centre, pour placer la basse
un peu partout, la guitare à gauche ou à droite, la flûte à gauche ou à droite, le chant, voilà. Donc et puis surtout le niveau sonore, qu'est-ce qui peut être plus fort que ça, etc. Balance. Il y a tout un équilibre. Et puis la plupart du temps, on descend à voir avec lui aussi pour voir si c'est bien respecté. Parce que des fois, si tu harmonises aussi, et que, par exemple, le clavier, tu l'entends pas, donc c'est une perte. Donc, Par contre, et ça, je l'ai pas ressenti au Cabaret Sauvage, mais à d'autres endroits, c'est arrivé. Tu peux faire des balances et régler un son dans une salle vide. Et c'est pas forcément la même chose quand la salle est pleine. Exactement. Et les ingénieurs, les vrais ingénieurs, les bons ingénieurs, ce sont ceux qui arrivent justement à pouvoir anticiper justement une salle pleine et à faire le réglage, absolument. Après, c'est aussi la configuration de la salle. Oui. Salle avec un fond, le public absorbe public, aussi etc. le son. Oui. Le son, c'est de l'air. Bien sûr. Alors, on raconte des histoires. Je peux faire une remarque, Christophe? Oui, vas-y. Effectivement, moi, j'ai eu l'occasion d'aller au spectacle l'an dernier. Oui. Alors, je crois qu'il y a des choses comme à mettre énormément en avant, c'est l'émotion que ça suscite. Le rôle de la femme, mais vous, peut-être vous le minimisez, mais sincèrement, moi, personnellement, j'en ai pleuré, je ne vous cache pas. Et ça, je pense que c'est quelque chose. Pleurer, hein. Et c'est quelque chose qu'il faut faire au niveau national, parce que le rôle de la maman, parce que tout le monde va identifier la maman, le rôle de la mère, le rôle de la fille. C'est assez impressionnant parce que tout le monde va se reconnaître dedans. Qu'on habite à Lyon, qu'on habite à Marseille ou à Nantes ou à Bordeaux, je ne sais quelle ville, on voit la maman, parce que Sofiane en a parlé un peu auparavant, et mettre de l'émotion et mettre de l'humour avec ce côté dansant. Sincèrement, cette alchimie là. Moi, je regrette un peu que ce genre d'événement, de manifestation ne soit pas encore beaucoup plus médiatisé, parce qu'il ferait vraiment beaucoup de bien à nos jeunes, à nos enfants, parce que même nos enfants, moi j'avais un peu regretté de pas avoir emmené mon fils, et j'espère l'emmener cette fois-ci, parce que c'est important qu'ils prennent conscience de ce qu'ont fait nos parents, de ce qu'ont fait nos mamans, qui, moi, je résume en un mot, ce que vous mettez bien en scène, qui, moi, j'appelle le mot sacrifice. Dans le moment, se sont beaucoup sacrifiés, et vous le transmettez très très bien, de façon avec beaucoup d'humour et d'émotion. Sincèrement, moi j'ai qu'une chose à vous dire, c'est vraiment sincèrement bravo. C'est gentil, merci. T'as déjà 3 points comme ça. Ali, il parle pas beaucoup, mais quand il parle, c'est. Mais il y en a toujours voulu, effectivement, dans les spectacles, la plupart, comme Barbesca fait et tout, qui est un côté pédagogique dans le spectacle pour que les enfants comprennent. C'est pour ça qu'il a mis. Bien sûr. Ouais, est-ce que ce spectacle Nassardine est amené aussi à quitter les... Il l'a déjà quitté. Il l'a déjà quitté. Ouais. On est allé jouer à Lyon. Le cabaret. Non, mais il n'y a pas un partenariat à faire, par exemple, avec le ministère de la Culture, hein, parce qu'il y a les fameux passes, hein, ça peut être ça. Parce que le souci qu'on a, et je te rejoins tout à fait, c'est que, alors je parle moi par rapport à la culture maghrébine, hein, entre autres, on a l'impression que c'est une culture qui n'existe pas, qui n'est pas travaillée, qui n'est pas transmise, etc. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à se projeter dans cette culture parce qu'ils ne la comprennent pas. D'accord? Parce que pourquoi ils ne la comprennent pas? Ou ils ne la connaissent pas? Parce que nous, quand on en parle, soit on parle de manière très technique. Je veux juste amener une précision par rapport à ça, pardon. Parce que au début, oui, effectivement, quand je suis arrivé en France en 89, il y avait ce problème. Mais franchement, grâce à des jeunes comme Amar Chaoui, d'autres musiciens, Amar Chaoui est un très grand transmetteur, et est un très grand pédagogue, et il a au moins formé une centaine de jeunes. Quand je parle de jeunes, c'est filles et garçons, et c'est ça qui m'a beaucoup plu aussi, qui ne s'est pas dit, par exemple, la derbouka c'est que pour les garçons. Il a encouragé vraiment tout le monde à le faire, et avec son association, ils ont travaillé sur les percussions, et il a travaillé pour que vraiment qu'il puisse pédagogiquement, parce que avant on faisait juste tu veux apprendre del bouka, tiens voilà, c'est tu vois, on peut pas apprendre comme ça. Lui, il a décomposé tout, chaque geste avec son nom, etc. Il a appris tous les rythmes avec ces sonorités-là, et quand il les a transmis, il s'est même battu avec son association pour faire un livret, pour le transmettre. Et ça, il y a quand même un grand travail. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Le travail est fait par beaucoup d'acteurs sur le terrain et autres. Moi, ce que je dis, c'est que d'abord, c'est pas suffisant, parce qu'on est en minorité pour ceux qui veulent traduire les vraies expressions de la culture à laquelle nous affilions. Moi, ce que je dis, c'est que les jeunes, beaucoup de jeunes,
Il y a pas ceux qui ont la chance d'être dans ce contact-là avec toi ou avec Samia ou avec d'autres. La question se pose pas. Ils vont le découvrir parce que je sais que toi, par exemple, tu prends un jeune, tu vas savoir lui parler, tu vas savoir lui faire apprécier. Mais il y a beaucoup de jeunes qui sont à l'extérieur. C'est ces jeunes-là qu'il faudrait trouver une solution pour aller les voir parce que ils pensent que leur culture c'est une non-culture parce qu'on leur a tellement dit vous êtes issus de rien. C'est vrai. Sauf que quand on parlait tout à l'heure de la gasba, la flûte traditionnelle, elle a été avant la flûte traversin. Donc les sonorités existaient bien avant. C'est-à-dire qu'on a participé. Il y a un président qui une fois a dit que l'homme africain n'était pas suffisamment rentré dans l'histoire. Mais je lui répondrai tout simplement que les royaumes qui ont créé de la culture, de la richesse culturelle, que ce soit par la musique, par l'écrit, etc., ils ont existé bien avant que la France ne soit la France. Alors, extrait du spectacle qui démarre ce vendredi au Cabaret Sauvage. Ne me libérez pas, je m'en charge. Ça commence vendredi pour 8 représentations jusqu'au 13 novembre. C'est l'histoire de ces femmes que nous allons vous chanter. Parce que plus invisible que le travailleur immigré, il y a sa femme. Mère courage, combattant le patriarcat, pilier de nos familles, nos daronnes, ont-elles aussi des choses à dire? النور في كل وجوه اليوم فرحتنا زايدة تقعد ديما ما تروح بيكون فرحتنا زايدة النور في كل وجوه اليوم فرحتنا زايدة تقعد ديما ما تروح مرحبا مرحبا بيكم مرحبا مرحبا يسوال مرحبا مرحبا بيكم Marhaba bikoum au Cabaret Sauvage. Oui, exactement. D'accord. Ce que j'ai composé pour le c'est beau, hein. C'est magnifique. Merci. Ah oui, bah oui, bah. Attends, c'est des vrais artistes qu'on reçoit ici, nous. Hein. C'est pas du. C'est pas semblant, nous. Cher ami. Ah bah oui. C'est exactement ce que j'allais dire. Ce sont des vrais. Bon, il n'y a pas des faux, mais ce sont des vrais artistes. Non, il y a artistes et pas artistes. Ouais. Et c'est du live, 100% live évidemment, avec des vrais musiciens, de l'acoustique. Voilà, c'est magnifique. Nassardine, merci beaucoup en tout cas et bon spectacle. Eh ben super, venez nombreux et nombreuses, venez faire la fête avec nous au Cabaret Sauvage. Et on invite toutes les auditrices et auditeurs à venir voir ce spectacle en famille. Absolument. Ah oui, en famille. Ramenez vos enfants, il n'y a rien d'interdit, il n'y a rien de tabou. Venez en famille. Vous allez passer de très bons moments. C'est la transmission. www.cabaretsauvage.com. Merci beaucoup mon Nassardine, merci beaucoup ma Samia. Et à très vite. Ah oui, 4 points. Ah oui, absolument. Rendez-vous à partir de ce vendredi. Salut à tous. Merci beaucoup Samia et merci Nassardine. Dans un instant, la belle histoire des génériques, l'émission Sacrée Soirée. Et c'est l'heure de retrouver Mam, la belle histoire des génériques consacrée à l'émission Sacrée Soirée. La belle histoire des génériques. Sacrée Soirée, 1987-1994. De toutes les émissions de variété proposées à la télévision française, ce programme figurerait haut la main parmi ceux les plus marquants. Sacrée Soirée est un must du genre où les chansons s'associent à merveille aux millions, saupoudrées de surprises et d'humour. C'est une belle histoire en soi qu'est la naissance de ce programme. Pour planter le décor, nous sommes en 1987. Alors que TF1 voit ses vedettes Colaro, Sabatier et Sébastien partir sur la 5, la chaîne leader confie à Gérard Louvain, qui est par ailleurs producteur et qui avait lancé un an auparavant avec succès sur Antenne 2 certains Leb Show avec un certain Michel Leb, la mise en place d'une émission de variété à 20h30. Pour l'animer, on fait appel à un présentateur d'à peine 40 ans à l'époque, Jean-Pierre Foucault, star de la seconde chaîne avec l'Académie des Neufs, La Trappe ou encore Affaires suivantes. Le principe de la nouvelle émission est simple. 3 invités principaux issus du monde du showbiz, de la chanson, du théâtre, du cinéma ou de la télévision s'asseyaient sur le fauteuil de l'émission au cours desquels des surprises les attendaient, souvent avec la complicité de l'entourage de l'invité. Sacrée Soirée est diffusée dès le mercredi 2 septembre 1987 sur TF1, le même jour que le Club Dorothée, en direct du studio 15 de la SFP au but de Chaumont, transféré au studio 18,
Puis, les saisons suivantes, au Studio 3000 de la Plaine Saint-Denis avec présence d'un grand orchestre et de lourds moyens propres aux émissions de variété des années 80-90. L'émission est un succès tout au long des 7 saisons de diffusion, dépassant largement le cap des 10 à 12 millions de téléspectateurs et jusqu'à 9 millions la dernière saison. Produit par Glenn, Gérard Louvain, édition musicale, pour 264 numéros diffusés, Sacrée Soirée fait partie de la dernière génération d'émissions de variété à la télévision. Souvenez-vous des 10 millions de centimes, du sourire gêné de Jean-Pierre Foucault après le gain conséquent d'un téléspectateur ayant fait un léger malaise, les surprises réservées à Alain Delon, Nana Mouskouri, Josiane Balasco, Serge Gainsbourg, Dorothée ou Jean-Pierre Foucault lui-même, ils se sont tous prêtés au jeu. Après un retour épisodique chaque fin d'année entre 2007 et 2010 sur TF1, Sacrée Soirée aurait dû se décliner en tournée musicale, mais fut annulée faute de réservation. La musique iconique du générique est signée Stéphane Joly, générique que je vous propose d'entendre ou de réentendre. Voici Sacrée Soirée. On va passer une sacrée soirée ce soir. 1987-1994, TF1. Qui regardait Sacrée Soirée, Sofiane? Oui, je regardais. Alors à l'époque j'étais en Algérie, quand même. Ça remonte à quelques. Et c'était le début des paraboles. Ah ouais. Ouais, c'était le début des paraboles. Donc on regardait parce que bon, le lien avec la France a commencé par les télés. Et après, voilà. Est-ce qu'Audrey Pronesti regardait Sacrée Soirée? Oui, je regardais parce que j'étais sous le dictat de mes grands-parents qui, en fait, voilà, qui regardaient TF1, qui regardaient pas. Il faisait jusqu'à 12 millions de téléspectateurs. C'est exactement ça. C'est une sacrée soirée pour le. Non, mais c'est ça. Il y avait beaucoup de moyens. Et du coup, j'étais avec mes grands-parents et tu passais une sacrée soirée. Et je passais une sacrée soirée. Et mais finalement, quand on y repense, l'émission, elle était assez bien répartie et assez dense. Quand même par rapport à ce qu'on peut faire aujourd'hui. Bon, maintenant c'est sûr que c'est autre chose, quoi. Les réseaux, tout ça, la TNT, bref, ça n'a plus aucun rapport. Mais vraiment cette émission, franchement, c'était sacrée soirée, quoi. Oui, non, c'était une bonne émission de variété. Est-ce que tu regardais de variété, ouais. Ali? Je t'avoue pas trop, mais c'est interdit. Non, pas du tout. Mais je pense que c'est la caractéristique des soirées de l'époque, c'est qu'elles réunissaient beaucoup de familles. C'est ça. Tout le monde attendait cet événement, c'était bien. Alors qu'aujourd'hui, chacun peut regarder de son côté. Chacun a sa télé. Chacun a sa télé, chacun a sa télé. Mais c'est vrai que les gens attendaient parce que tu as dit 12 millions, donc 12 millions, c'est beaucoup. 12 millions de téléspectateurs. Ça fait rêver des chaînes aujourd'hui. Avec l'animateur. Après, il y avait moins de chaînes aussi. Bah oui, forcément. Oui, tout à fait. Allez, c'est parti pour le quiz. Le quiz. Avant la battle dans un instant pour parler des OQTF et des ambitions du gouvernement. Non, des ambitions de Darmanin. Snapchat, il fait très bonne correction, bah oui. Non, mais c'est ça. Bah si. Donc, voilà. Snapchat. Vous avez Snapchat? Oui. Compte désormais 374 millions d'utilisateurs actifs au quotidien. Oh là là. Bon, on va rajouter deux autres. Combien de millions supplémentaires gagnés en 3 mois pour Snapchat? Je crois que c'est 10%, non 37 millions, 30 millions, non, 3 millions, 4 millions, 3-4 millions. Ça, c'est 150 ou 7 millions 16 millions, et pourtant le réseau social va mal, il est dans de grosses difficultés financières. Franchement, c'est pas celui qui est. 16 millions. Quoique si auprès des jeunes. On a fait beaucoup de tort. Ouais, c'est clair. Kikadi. Là, j'aime bien le Kikadi. Au sujet de François Hollande, j'ouvre les guillemets, il a fait un très bon quinquennat. C'était un très bon président. Sarko, non? Non, c'est un animateur. Non, c'est un animateur sur France 2 samedi soir. Ah, Ruquier alors? Non, c'est pas il n'y est plus Ruquier samedi soir. Samedi soir? Il a le même prénom que moi. Oui. Christophe. Oui, non, pas Christophe. Oui, il a pas pu dire une connerie pareille. Lui. Non. Non, c'est un gars qui était au PS à l'époque.
Mais non, samedi, alors déjà questionné samedi. Christophe de Chavannes. Voilà, merci. Christophe de Chavannes, voilà. Il a kiffé François Hollande, il a dit ça, donc il s'est lâché. Il a le droit. Pourtant, il a tué. Il a donné, c'est pas une information. Qui a déclaré dans le journal du dimanche, le JDD, ne pas avoir regretté d'avoir voté Macron. Est-ce à dire que je suis d'accord avec tout? Évidemment que non. Sarkozy, évidemment. Quel ancien Premier ministre a été placé sous le statut de témoin assisté par la magistrature de la Cour de la justice de la République, sorti donc à la sortie de cette audition sur la gestion du Covid-19. Édouard Philippe. Par contre, il y a quand même un point à apporter qui me gêne moi dans ce genre d'affaires, c'est que c'est les juges qui décident ce qui est bon politiquement ou pas. Les juges ne sont pas élus. Ils font pas de politique normalement. Ouais. Ils sont censés lire le droit. Or, dans cette affaire-là, il n'est nulle part on ne parle de droit. Il y a une décision politique qui a été prise. Et donc, quelque part, on dit à l'homme politique, attention, la décision politique que vous allez prendre, donc c'est un message à tous les hommes politiques, les décisions que vous prendrez dans une politique quelle qu'elle soit, peuvent vous être reprochées. Or, sur quelle base légale, sur quelle base légale on construit? Moi, la République des juges, et je n'ai absolument rien contre les juges, je trouve au contraire c'est un pouvoir nécessaire à la démocratie, sauf qu'aujourd'hui, je trouve que les juges s'octroient des prérogatives dont ils ne sont pas attributaires. Mais son avocat, il s'est pas concentré là-dessus parce que c'est hyper pertinent. Je suis pas son avocat. Je suis pour le même coup, pas du même bord politique que Édouard Philippe. Mais par contre, question. Moi, ça me gêne. Quel ministre a déclaré dans l'émission C'est à vous, agacé des questions sur la grève de Total? J'ouvre les guillemets. Il ne nous aura pas échappé que je ne suis pas Bruno Le Maire. C'est le porte-parole du gouvernement. Non, c'est Despo. Non, c'est pas Despo. Ministre des comptes publics. Despo quoi? Despo, le ministre des comptes publics. Il s'appelle Despo. Non, c'est pas lui. Gabriel Attal, non? Non, j'allais dire Attal. Il y avait un autre. Attends, si. Il était l'invité de C'est à vous. Il a taclé Hanouna d'ailleurs. C'est Bruno quelque chose. Non, c'est pas Bruno. Alors. C'est ministre garde des Sceaux. Dupond-Moretti. Dupond-Moretti, voilà, merci beaucoup. Dans un instant, la battle, mesdames, messieurs. On va parler des OQTF et des ambitions du gouvernement, puisqu'ils ont déclaré que 100% des OQTF seraient désormais appliqués. C'est ce qu'ils ont dit. Est-ce possible selon vous? C'est la question que l'on vous pose, à laquelle vous répondez. 23% disent oui. Sur Twitter, le Grand Forum FM2. Et vous, qu'en dites-vous? On en parle, on en débat dans un instant pour terminer cette émission. Merci d'être avec nous, en direct pour cette émission en ce lundi. Audrey Pronesti, journaliste, est avec nous, évidemment, journaliste et enseignante, maîtresse. Ah bah c'est bien, j'allais journaliste et maîtresse. Et maîtresse. Non mais ça y est, tu vas les syndromiser. D'origine italienne. Ouais, italienne. Oui, et pas corse. Italiani. Et corse. Non, j'ai dit et pas corse. Et pas corse, pardon. Italienne. Sofiane Garbaoui, journaliste directeur de l'agence. Non, allemande. Non mais rien. Oui, mais s'en fout. Ali, directeur commercial, place à la battle, mes amis. Vous n'avez pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur. Vous n'avez pas. Je suis contre la peine de mort. Oui, il y a une fracture sociale forte. Travailler plus et gagner plus. Cet adversaire, c'est le monde de la finance. Parce que c'est notre projet. On va parler des OQTF, obligation de quitter le territoire, qui ont fait l'objet de bien des débats. Évidemment au travers de différentes affaires, mais aussi au travers de l'affaire de la petite Lola, puisque la suspecte qui est donc en détention est mise en examen et faisait l'objet d'une OQTF volontaire, je précise parce que c'est important. Du coup, les polémiques sont montées, bien entendu. On a eu plusieurs faits qui relèvent de personnes qui faisaient l'objet d'une OQTF, et le gouvernement prend l'engagement ainsi de faire respecter, de faire appliquer 100% des OQTF. On est très loin du compte aujourd'hui. Alors, est-ce possible? Audrey Pronesti, à toi la parole.
Alors moi je vais commencer déjà par une seule chose, c'est que lorsqu'on écoute la voix du sage, c'est-à-dire bien sûr c'est ironique, notre président de la République lui-même avait dit dans une de ses interviews qu'il essaierait de mettre en fait en mesure justement en application ces OQTF parce que justement elles n'étaient pas mises en application correctement. Et donc, j'insiste sur le fait que ce n'est pas possible parce que dans ces cas-là, il faudrait suivre tout le temps les gens ou leur mettre des amendes qu'ils ne paieront pas. Donc, clairement, je pense que c'est de l'ordre du vœu pieux. Ali, c'est possible quand même qu'on puisse faire respecter ces OQTF à 100%, ou du moins en tout cas d'essayer de faire remonter le chiffre? D'un point de vue juridique, le QTF, effectivement, il y a un cadre juridique qui existe, donc l'appliquer. Alors, moi, tu sais que je suis très chiffre. Si tu t'amuses à dire qu'il y a, je sais pas, moi, allez, on va dire les 10 000 personnes à renvoyer, un chiffre au hasard, hein, donc ça voudrait dire à peu près une trentaine de personnes par jour. Donc ça voudrait dire que tous les jours, il y a un avion avec plein de gens que tu renvoies dans différents pays. Sincèrement, en termes de logistique, déjà, ça n'est absolument pas possible. Donc c'est un discours qui, au-delà d'être un vœu, est un peu démagogique. Et de la part du président, j'aurais préféré qu'il dise qu'on va essayer d'améliorer peut-être, voilà, d'appliquer plus peut-être, mais dire 100% de l'OQTF, sincèrement, c'est pas mesurer le problème. Donc soit il est démagogue, ce qui est beaucoup plus grave, hein, et il n'a pas besoin de l'être. Ça doit être bien ça. Et ça, il n'a pas besoin de l'être, puisqu'il effectivement, il ne sera pas réélu, puisqu'il ne va pas se représenter pour un 3e mandat. Exact. Et moi, ce que je n'aime pas simplement sur ce dossier de l'OQTF, c'est qu'il ne faut pas laisser ce sujet entre les mains des gens des extrêmes. Or malheureusement aujourd'hui, tu sais, c'est la course à l'échalote, tu sais, c'est voilà, comme c'est les extrêmes qui en parlent, alors moi je veux dire 100%, je vais faire ci, ça. Les OQTF, c'est pas le sujet des gens d'extrême, parce que moi-même, par exemple, je dis qu'effectivement, quelqu'un qui n'a pas vocation à rester sur le territoire dans un cadre juridique n'a rien à faire ici. Voilà, je laisse pas ça. Ça, c'est voilà. Clair. Mais il ne faut pas laisser le sujet d'extrême, parce qu'aujourd'hui... La question, c'était... Et c'est pas réalisable, et c'est là où quelque part 100%, alors si on est 20 000, 30 000, t'imagines, ça ferait des avions tous les jours. Logistiquement, c'est impossible. Hein. Alors, il y a aussi un élément important, Sofiane, c'est que les pays d'origine n'adressent pas forcément les laissez-passer consulaires, justement. Alors, tout d'abord, de quoi on parle? On parle d'une décision administrative d'éloignement. D'accord? Donc, c'est pas... c'est dans le code du séjour des étrangers, d'entrée, d'asile, etc. Alors, c'est le préfet qui est une autorité administrative et non pas une autorité judiciaire qui prend la décision de signer l'OQTF. Quand elle est signée l'OQTF, la personne, puisqu'on est dans un pays de droit, a la possibilité de faire un recours. Il y a très rares fois où tu es obligé de le quitter immédiatement. Donc l'application doit se faire de manière immédiate. Dans tous les cas, tu as 30 jours pour accepter pour faire le recours. C'est pour ça, par exemple, après, le suspect en question faisait l'objet de ce genre d'OQTF. Oui, mais c'est ce qu'on appelle une OQTF volontaire. Non, toutes les OQTF sont volontaires. Il y a des OQTF avec obligation de quitter le territoire tout de suite. Oui, mais c'est très rare. Oui, mais ça, voilà, dans ce cas-là, c'est quand il y a un danger. Moi, par exemple, Equisen qui est parti de son propre chef, il n'a fait que respecter. C'est ça la nuance. L'OQTF. C'est ça. Donc pourquoi il fallait le mettre dans un avion avec des policiers et tout? Donc voilà, par exemple. La nuance, elle est là. Maintenant, ta question à savoir, sauf à s'asseoir sur les textes de loi qui régissent ce pays, donc la démocratie et la justice, il y a des recours, il y a des règles d'applicabilité. Maintenant, par rapport aux pays qui reçoivent, le problème, il ne se pose pas en termes les pays. Il faut savoir que tous les pays reprennent leurs citoyens quand ils leur disent que quelqu'un, ben voilà. Mais souvent, la France n'apporte pas la preuve que cette personne-là est citoyenne de ce pays. C'est-à-dire qu'ils disent, Ali Ben Ali, ben il est algérien.
Donc on va voir les Algériens, vous nous donnez un laissez-passer. Ben écoutez, qu'est-ce qui prouve qu'il est algérien? Ben regardez dans vos listings consulaires. Ouais. Mais quelqu'un qui est en situation irrégulière, il ne peut pas s'inscrire, par exemple, c'est les Algériens, c'est impossible d'avoir un document du consulat. Le consulat algérien, pour vous donner des documents, vous oblige à avoir une régularité de séjour dans le territoire où vous vous trouvez. Donc, et ça, c'est parce que les Marocains un peu moins, les Tunisiens un peu moins, parce que les Marocains et les Tunisiens, on peut refaire son passeport, donc même si on n'est pas. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, c'est des débats, c'est des débats de bistrot. Moi, j'appelle ça comme ça. D'accord. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'on ait cette capacité à faire exécuter? C'est de créer des centres de rétention, donc des prisons qui sont hors la loi, en soi, parce que pour aller en prison, il faut un jugement. Donc, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne veut pas respecter l'obligation de quitter le territoire doit passer devant un juge qui, lui, va l'obliger à partir. Et donc, à ce moment-là, il est en centre de rétention. Sauf que les centres de rétention, on peut pas, c'est comme les prisons, c'est pas inextensible, on peut pas avoir autant de place qu'on veut. Oui, mais Sofiane, 100% des OQTF accomplis, appliqués, ça va certainement rentrer dans le cadre de la nouvelle loi immigration qui va être présentée au mois de janvier, dans laquelle il va pas supprimer les recours, mais en tout cas raccourcir les délais. Oui, mais ça veut dire raccourcir. Mais ça va aller beaucoup plus vite. Mais ça ne changera rien, parce qu'on dit 30 jours, on dit 30 jours. Mais au bout de 15 jours, on voit que la personne ne part pas, on peut toujours aller le chercher. Mais on va le chercher sur quelle base? C'est ça le problème. Est-ce que Sofiane, et on le met où? Sofiane, est-ce que tu es comme Ali, quelqu'un qui fait l'objet d'une OQTF n'a plus rien à faire sur le territoire? Bien sûr. Alors, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que, alors, je vais te dire un truc, il y a des gens que ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils sont sur le territoire, et du jour au lendemain, on leur donne une OQTF pour X raisons. Ça peut-être moi, je pense que la loi doit rester à la loi. La loi dit qu'on a le droit de faire des recours, on a le droit de faire des trucs et remettre en cause parce que c'est je tiens à le préciser, c'est pas une décision de justice, parce que les gens confondent décision de justice et décision administrative. Là, c'est une décision administrative. L'administration peut être des fois peut dépasser par zèle, parce qu'on leur dit faites du chiffre, donc un préfet peut décider mettre des OQTF parce que pour X raison. Sur la question que tu as posée, tu as dit 100%. Moi, j'ai l'impression que, sincèrement, l'ambiance, tu sais, d'avoir beaucoup parlé d'OQTF, ça fait énormément monter le Front National. On sent ce sentiment. Et j'ai l'impression que, tu sais, c'est comme quelqu'un qui allume le feu. Et là, le feu, tu vas commencer à plus le maîtriser. Donc, le seul moment de le maîtriser ou de faire semblant, c'est d'annoncer ce chiffre de 100% pour calmer un petit peu l'opinion publique. Parce que j'ai l'impression, quand même, que ce discours d'OQTF, tout le monde en parle. Je crois que les gens connaissent plus l'OQTF. Oui, mais sauf que non, les gens en parlent mal. Parce que tout le monde pense que c'est une décision de justice. C'est pas une décision de justice. Mais c'est pour ça qu'il dit 100%. Merci beaucoup. On a bien compris, c'est pas une décision de justice. Voilà. Donc force rester à la loi. Merci monsieur Sofiane Garbaoui. Merci madame Audrey Pronesti. Ciao bella. Bellissimo. Bellissima. Bah oui, on dit pas bellissimo. T'as même pas dit ça, t'as dit bellissima. Tu n'as jamais eu d'amour italienne. Grazie bella. Rendez-vous demain. Merci mon ami. Merci beaucoup. Rendez-vous demain avec Maître Charny, avocat au barreau de d'où lui. Sans rien moi. Ça doit sûrement être Bobigny. Voilà. Et Gamal Abina, qui est pas avocat mais fondateur du MDC évidemment avec nous. À qui je passe le bonjour et j'attends toujours ton appel, Gamal. Oui bah ça tu peux attendre. Rendez-vous donc demain entre 16h et 18h. Salut à tous, bonne soirée dans un instant. Mais Jared va mettre le feu dans la radio. Il va mettre le feu, mais dans le bon sens. Dans le bon sens du terme. La roupla. Le 18-20 arrive dans un instant sur France Maréb 2. Ciao à tous et à demain. Le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne Le Grand Forum, animée par Christophe Fro de 16h à 18h. Le Ciné Paris, qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12e arrondissement de Paris, présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger. Entrée gratuite, rendez-vous sur cinéparis.com.